Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Alors, Zach a dit regardez Man of Steel. Ok. Ok. Si, à fond. Si, allez, vas-y, on C'est le bon. fait, ouais, c'est bon. Okay. Alors, Zach a dit regardez la Justice League. Vraiment Ouais. Ok, c'est Bon. le jeu. Hein, c'est le Et, jeu. On peut faire autre chose en même temps maintenant, vous regardez 2 heures de montage supplémentaire de la Justice League. Oui. Ah, j'ai pas dit Zach a dit. Oh non Ah là, en retard. Un bouilla à distance, un bouilla timide pour introduire ce 164e épisode de votre podcast de comics préféré. Je parle bien sûr de Comics Outcast. Je suis ce soir entouré de mes 3 chroniqueurs préférés. À ma gauche, elle nous vient tout droit des États-Unis, enfin plutôt de Reims, mais en passant par les États-Unis. C'est notre spécialiste de la littérature américaine, si je dis pas de bêtises, et je crois que c'est la chroniqueuse la plus diplômée de Comics Outcast. C'est Lulu. Ah. Oui, bah bonsoir. C'est ça, j'ai bon, hein? Bah je sais pas, j'ai pas comparé mes gros diplômes avec vos gros diplômes. Ah si, je crois que c'est ça. Comment ça va? Ça va pas mal, Qu'est-ce que tu nous lis en ce moment? J'ai lu Yojimbo Bot, je sais plus si j'en avais déjà mentionné dans un Comics Outcast précédent, de Sylvain Repos, qui travaille dans le même studio que Ben Renaud. Voilà, Copinage et compagnie, je vois. c'est ça. De quoi tu vas nous parler ce soir? Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Je vais vous parler de quoi je vais vous Tu parler? veux que je te souffle? Ouais, je veux bien. Attends. oui, tu vas nous je parler vais vous d'Eternals parler- 2021. Ah non, mais je voulais teaser. Ouais, je vais vous parler de gens qui peuvent pas mourir. Ok, Or- je vois le mystère. Or maybe they can. Merci Lulu. À ma Ouais, je gauche, j'ai le véritable électron libre du label Vaisseau Hypersensas, que l'on peut aussi entendre dans Whisperos ou encore dans le Contrecast. Il est absolument passionné par ses passions. C'est ma bio Twitter, je te l'offre, Ketrus. Et c'est aussi la personne qui doit supporter, mais oui, je vais le faire, pour tout ce qui concerne la maintenance du serveur et du site web, etc. C'est Ketrus. Bonsoir. Est-ce que ça va? Je te trouve... Oui, ça va. Tu es dur avec toi-même, je trouve. Oui, mais qui aime bien châtie bien, donc... C'est vrai. Qu'est-ce que tu dis toi en ce moment, Ketrus? Moi, je dis des trucs que j'ai pas le droit de vous dire. Ok. Je lis une bible d'un univers pour écrire dessus, mais voilà. Donc je fais que ça et je fais que écrire. Mais bientôt, le 28 avril, vous le saurez pourquoi. Ah, j'ai bien hâte. J'ai cru que tu lisais des Comment ça documents te dit, ultra secrets de l'armée américaine. Non, j'aimerais bien. Ce serait cool. Non, j'ai lu des documents plus secrets de l'armée russe. Ah. Tu vas nous en parler ce soir ou pas? Non, pas du tout. Bon, ça Moi, je vais m'intéresse vous parler de gens qui sont restés confinés longtemps et quand ils ont été déconfinés, ils ont fondé une société ultra-fasciste. Aucun lien avec la réalité, rassure-moi. Non, pas du tout. C'est un pas comics. loin. Hein. Merci Ketrus. Et enfin à ma gauche, j'ai Zéphiriel. Alors cet homme ne pense qu'à s'amuser et à jouer. Il pourrait vous parler de jeux pendant des heures. D'ailleurs, il ne s'en prive pas dans Le Défaussé et 6388, qu'il co-anime respectivement avec Alex et Théo Rivière. Également disponible dans le label Vaisseau Hypersensas. Mais ce soir, il est avant tout ici pour nous donner son avis, parce que finalement pour lui, la vie est un jeu. C'est Zéphiriel. Oh oui, la vie est un jeu, je l'ai et j'aime. Merci mon beau Grégo, tu es adorable. Tu es l'homme qu'il nous fallait pour cette soirée, qu'il me fallait pour passer une bonne soirée. Voilà. C'est vrai. Et comment ça va et qu'est-ce que tu lis et comment tu nous présentes des choses ce soir? Écoute, on se plaint pas. Qu'est-ce que je lis en ce moment? C'est ça la question? Ouais. J'ai fini enfin Mind Management et en vrai c'est fat, c'est vraiment fat à lire et c'est vraiment excellent. Et là je reprends Saga que j'avais pas terminé, donc je suis en train de reprendre ça. En parallèle, je lis aussi Game of Thrones et voilà. Oui, bon, bah ça va, Et tu tout- lis, c'est bon. ouais, c'est pas tout la ça peine en animant de- des podcasts, en Et préparant j'ai commencé des jeux. Agrafa que Julie nous présente dans le Contrecast et ça tue. Et c'est voilà aussi. Et en travaillant. Et en travaillant bien sûr, parce qu'il faut bosser un peu quand même. La vie n'est pas
15 juges. Mais quand même. Et ce soir, je vous parle de... Alors, j'aimerais vous dire que je vous parle de tentacules et de dieux anciens, mais en vrai, c'est pas complètement ça. D'accord, très bien. Eh ben, tu me vois intrigué. Merci Zef. À ma gauche, j'ai mon réalisateur préféré, juste après Pat Le Guen. C'est Adrien Larouzet. Que j'aimerais saluer. Oui, j'avais prévu tout un speech où j'expliquais que tu n'avais pas ton micro, donc tu es en train de tout me non, mais vas-y, fais-le. Alors, j'aimerais aussi saluer Adrien, notre réalisateur, qui est là ce soir à nous écouter. Je vais le refaire normalement, à appuyer sur les boutons et peut-être balancer un petit ch'ti bilibili ou un petit bip de temps en temps, mais qui ne pourra malheureusement pas nous parler ce soir. Si tu nous entends, frérot, on pense à toi là où tu es. de la UP. Bah non, mais merci de penser à moi du coup. Je pense à vous également. Je m'attendais en pas retour. À ce que tu répondes. Franchement, ça me touche énormément. Donc, quant à moi, je suis Grégo, un chroniqueur chez Comics Podcast depuis quelques années déjà. Rappelez-vous, si vous cherchez bien, vous pourrez me trouver dans quelques épisodes. Vous pourrez aussi me retrouver prochainement chez le dentiste parce que je me suis recassé la dent de devant. Donc ne soyez pas trop étonnés s'il y a quelques qui agressent un peu vos oreilles ce soir. C'est un handicap physique pendant encore quelques heures. Voilà. Tu le fais vachement bien. Et donc, je crois qu'on est bon pour les présentations. Comics Outcast 164, c'est parti. Bouya! Ok, alors les nouveaux, si c'est votre premier épisode, déjà c'est hyper bizarre de commencer par le 164, mais je juge pas. On va rapidement vous expliquer comment ça fonctionne. Un épisode de Comics Podcast normal est décomposé en 3 parties. Tout d'abord, les reviews. 2 fois par mois, on vous présente une nouvelle série. On lit les 3 premiers numéros de cette nouvelle série et on partage nos avis. On vous transmet notre ressenti. On essaie de juger de façon objective le dessin. Et vous pouvez sortir de cet épisode avec déjà une petite idée pour savoir si la série vous plaira ou non. On est affilié avec aucune boutique. On ne souhaite pas vous pousser à l'achat, mais en règle générale, on sait que malheureusement, il faudra vous attendre à dépenser quelques deniers dans les comics que nous présentons. Donc, dans nos reviews ce soir, je vous propose de commencer par celle de Zéphiriel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton titre et est-ce que tu as besoin que je l'introduise un peu plus, notamment en parlant des auteurs ou de l'adaptation? Je veux bien que tu l'introduises et tu viendras ici m'introduire un tout petit peu après aussi, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Je ne savais pas quoi répondre, donc je réponds à ça. Donc tu vas nous parler de Miskatonic, qui est sorti chez Aftershock Comics en novembre 2020. Absolument. Et qui est aujourd'hui déjà à sa 5e issue. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Qu'on a Marc Sable à l'écriture. Ouais, c'est un auteur, plus que comics, mais vas-y. J'ai complètement oublié de préparer des jeux de mots avec son nom. Voilà, Sable, je trouve ça un peu dommage d'avoir raté le coche, mais bon. Et puis Giorgio Pontrelli au dessin. Et j'ai noté aussi Pippa Bowland à la couleur, parce que ça m'avait l'air, j'allais dire chatoyant, mais en tout cas intéressant au niveau de la couleur. Effectivement, 3 co-auteurs que je ne connaissais pas du tout. Et Marc Sable qui a fait quelques trucs chez Image Comics. Il a fait du Cthulhu aussi, Cthulhu Tales chez Boom Studio, entre autres. Et il n'a pas fait grand-chose d'autre. Et Giorgio Pontrelli, je ne connaissais pas. Et a priori, sa petite bibliographie, je trouve, n'a pas fait grand-chose non plus. Bon, je ne vais pas m'attarder sur eux. Et donc Miskatonic, c'est un titre de Aftershock dans lequel on va parler bien évidemment, pas de spoil, parler de l'univers de Lovecraft. On va parler de Arkham, on va parler de Innsmouth, on va parler de plein de petites choses comme ça. De tentacules, mais pas tout au début en tout cas, mais beaucoup de poissons et peu de poissons pourris. Donc la première issue s'ouvre sur un vieux bonhomme qui est à la Miskatonic Valley, donc j'imagine que c'est la ville en tout cas, qui reçoit un petit paquet et le paquet se trouve être une bombe et ça explose dans sa maison. Voilà, première page,
ça donne un peu le ton. Tout de suite après, on se retrouve en fait au bureau fédéral d'investigation dans les années. Alors, j'ai même pas noté l'année et je pense qu'on doit être dans les années 60. Non, c'est les années 20. C'est les années 20. C'est les années 20 Ouais. 2020 Ouais, environ. Ouais, je vais te faire confiance là-dessus. C'est l'arrivée de Hoover. Oui, bien sûr, oui. Avant que ce soit le FBI, et c'est Absolument. 1924, Absolument. un truc comme ça. Tu as raison. Merci pour. C'est heureusement que tu es la plus intelligente d'entre nous. Et pour le coup, donc, on retrouve donc Hoover à la tête de ce futur bureau d'investigation qui se prend un peu la tête en mode patriarcat bien mal placé avec l'agent Keller, qui est donc une agente du futur FBI, ce qui est en soi déjà bizarre pour l'époque, mais on va pas relever. Où elle lui fait un mini chantage en mode regarde, j'ai un dossier un peu chelou, si tu veux pas me donner une affaire et si tu veux pas me renvoyer chez moi, si tu veux me renvoyer chez moi, je vais le faire exploser dans les médias. Enfin, en tout cas, moi, je le comprends comme ça. C'est un peu mal dit, je pense. Et lui parle du coup d'une affaire parce qu'il n'a pas envie que ce dossier sorte, puisqu'il le range très tranquillement dans son bureau dans lequel il est étiqueté truc obscène. Ça, je crois que j'ai du mal à le lire, mais je crois que c'est ce qu'il a noté. Et du coup, il lui parle d'un truc, d'une affaire qui a explosé, c'est le cas de le dire, et qui semble être un copycat d'une vieille affaire, et qui se passe donc à la Miskatonic Valley. Donc, elle est envoyée directement là-bas pour enquêter. Et elle arrive à Innsmouth et elle rencontre un ancien flic qui va un peu la guider. Et on trouve tout de suite dans les premières cases de Innsmouth déjà plusieurs choses. Un, que c'est mal dessiné. Deux, que les habitants sont pas très jolis, et non pas à cause du dessin comme je l'ai précédemment dit, mais à cause d'un fait qu'ils habitent à Innsmouth. Et si vous connaissez la mythologie de Lovecraft, vous comprenez pourquoi ils sont moches, parce qu'ils sont tous dédiés et dévoués à un dieu de la mer, entre autres Dagon. Et donc on les voit commencer leur enquête, ils vont sur la scène de crime, on retrouve cette petite maison explosée, il n'y a pas de corps, il n'y a plus de corps, en tout cas on l'apprend très vite derrière, et on apprend qu'une petite substance verte très mal dessinée est posée partout. Apparemment, l'agent Keller est la seule femme assez intelligente, ou la personne assez intelligente pour se dire « Hey, il faudrait relever ça pour l'analyser », ce qu'elle fait. Et en plus, elle est assez intelligente pour comprendre que un des tracts qui avait été laissé sur le lieu du crime a un truc caché et dedans, genre une écriture cachée qu'elle fait révéler en brûlant un peu la page, mais ce mot ne se révèle, c'est même pas un mot, on dirait plutôt des traits qui sont faits dans tous les sens, ou un langage méconnu. Ce langage méconnu, comme par hasard, il y a quelqu'un qui sait le lire, et ce monsieur qui sait le lire, ça tombe bien, ce flic le connaît aussi, donc ils vont aller le voir, je suis à la 4e page, il y en a 24. Ils vont aller le voir, et ce monsieur, comme en plus c'est un marin, et un peu un SDF, il ne parle que si on lui donne de l'alcool. Ça tombe bien, le flic il en a sur lui. Absolument. Oh oui, elle est bien. Ça tombe bien, le flic il en a sur lui, donc il lui en donne. Et le mec il commence à parler. Et là il dit, moi je l'ai vu cette explosion, messieurs dames. Il n'y avait pas de corps. Quand le mec il a explosé, tout ce qu'il y avait c'était du poisson pourri. C'était un peu dégueulasse. Et en fait ça me rappelle un truc, l'ordre de Dagon, où les gens ils faisaient un peu pareil et ils étaient bizarres. Et l'enquête avance. Franchement, je vais arrêter là parce que je vais m'excuser auprès de mes collègues parce que, en vrai, j'ai eu du mal à finir la première issue tout seul. J'ai fait une grégo sur ce coup-là. Et je l'avoue complètement. J'ai fait une grégo. Il fallait que quelqu'un le fasse. J'ai été désigné volontaire. J'ai vu le titre. Quand on m'a dit, Zef, tu veux faire quoi pour cette émission? J'ai vu Miskatonic. Je me suis dit, forcément, c'est un truc pour moi. C'est Cthulhu, c'est Lovecraft. Je vais foncer dedans. Quand j'ai lu la première issue, je me suis demandé si je devais pas annuler le truc. Tu vois, si je devais pas dash cancel. Et du coup, je l'ai pas fait parce que j'ai eu un peu de respect, sachant que c'était à 3 jours de l'émission. Je me dis, bon, allez, on va pas faire ça. On va persévérer. Et en vrai, c'est pas très bien. Je suis vraiment désolé pour mes collègues. Je veux vous demander ce que vous en pensez, mais l'histoire, elle est ultra convenue. Franchement, c'est moche. C'est pas très bien fait. Les agents du FBI, ils vont dormir à l'hôtel. Boum, ils sont attaqués dans la nuit. Ils atterrissent dans l'église où il s'est passé un truc. Et puis ils fuient. Ils tombent sur une orgie de poissons pourris avec, de profonds. Franchement, on dirait du poisson pourri au dessin, c'est pas du profond du tout. Ah ouais. On dirait une orgie avec des femmes et des profonds. Des femmes et des profonds.
Ouais, c'est trop bizarre. Et les mecs, ils crient Bélial et Belzébub. Et à la fin, Belzébub, les gars, Belzébub, sérieusement. Et Hydra quand même, faut quand même le dire. ouais, c'est cool. Hydra, Ouais. c'est normal. Et Dagon. Et puis ça s'arrête là pour la première issue. Et franchement, j'étais content que ça s'arrête là. Je sais pas si je supportais la deuxième, mais j'ai dû enchaîner. Donc j'ai enchaîné sur la deuxième. Et franchement, c'était dur. C'était vraiment chaud. Et sur la deuxième, le scénariste s'est dit ah merde, putain, attends, c'est pas Belzébuth qui doit crier dans Lovecraft. C'est Dagon et Hydra. Ah alors il a rectifié. Il a dit Mother Hydra et Father Dragon, forcément. Donc voilà. Non, franchement, c'est un peu chaud. J'ai fini les 3 issues, mais un peu dans la douleur. Il y a plein de trucs qui sont mis au hasard. Le gars, il te place un homme-rat en plein milieu du truc. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 2 cases qui montrent ce truc. Ça vient de nulle part. Il y a rien dans le scénario qui l'explique. C'est le trauma du flic. Bah non mais mon cul le trauma, c'est juste pour le mec qui veut montrer qu'il a des connaissances en Lovecraft, sérieusement. Je suis désolé pour lui s'il nous écoute. Je m'en voudrais demain sûrement, mais j'ai pas du tout apprécié en fait les vieilles références qu'il fait. Il y a Armitage qui sort juste parce qu'il faut mettre Armitage dedans, sérieusement. Bref. Je trouve l'histoire est un peu nulos, elle est ultra convenue. On sait exactement, on sait, je pense savoir comment ça va finir en mode grande méchante qu'on rencontre à la deuxième issue et qui manipule tout le monde. Et voilà, donc je suis vraiment désolé. Visuellement, c'est vraiment pas terrible. C'est très plat. J'aime bien la colorisation, ceci dit. L'effet un peu film passé et tout, avec un espèce de grain sur tout, sur toutes les cases. En fait, il y a une espèce de grain comme si c'était un film un peu vieilli. Et ça, je kiffe un peu l'effet et je kiffe la colo, mais franchement, le reste, c'est pas terrible. Les poses sont pas normales. Enfin, je trouve que les gens se tiennent pas normalement. Il y a un truc, même problème. Les regards sont ultra vides et bizarrement faits. Voilà, je sais pas quoi dire de plus à part présenter mes excuses. Je vous promets que la prochaine fois qu'on fait un comics podcast, je vous sors une vraie série bien comme il faut sur du Lovecraft. J'irai chercher dans les tréfonds de l'enfer s'il faut, mais j'irai vous chercher quelque chose pour me faire pardonner et qui parle vraiment du culte. Voilà. Ah mais on a tout à fait le droit de ramener dans Comics Podcast des séries qui ne méritent pas plus que ça. Hein. Bon, par contre, c'est pour les nouveaux auditeurs que je suis un peu gêné, quoi. Ouais, non, moi j'étais vraiment gêné. Enfin, Merci Zef. Et alors du coup, je suis curieux, est-ce que, par exemple, Lulu n'aurait pas quand même trouvé quelque chose à récupérer? Alors, justement, donc en lisant, j'étais assez réfractaire, disons, à tout, au dessin et au storytelling, quoi, à la façon dont les choses étaient présentées. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'en extraire quelque chose qui me déplaît pas complètement. L'héroïne, effectivement, c'est un petit peu artificiel, mais bon, pourquoi pas. Ce qui m'a semblé cool au début, c'est qu'il me semble qu'il y a peu de personnages féminins dans l'univers Lovecraftien, mais peut-être que je me trompe. Non, il y en a très peu, mais c'est pas, en 1920, écrit par un mec qui était complètement dans l'époque, c'est difficile. Ouais, quoi, ouais. tu vois. Mais du coup, je trouve que pourquoi pas, tu vois, ça peut être intéressant effectivement d'introduire un personnage féminin, mais elle est très mal, elle est très mal développée et elle disparaît. En fait, la misogynie qui est représentée dans l'histoire, la misogynie de l'époque, en fait, déborde sur la narration, puisqu'en fait, elle disparaît derrière les autres personnages masculins, notamment le détective qui en fait lui vole son enquête et lui vole son affaire. Et du coup, c'est un peu dommage, quoi. Finalement, elle est pas très très bien traitée en tant que personnage. Je crois voir une ambition de présenter, d'aller chercher un peu toute la complexité de l'époque. Donc toute l'ambiance raciste, nativiste, donc anti-immigré, xénophobe, eugéniste aussi des années 20. Il y a beaucoup de références à l'immigration, il y a beaucoup de références. Il y a, je sais pas, il y a une espèce de Ku Klux Klan des poissons qui baissent des poissons. Un Cthulhu Clan peut-être. Ouais, Allez, absolument. Et du coup, c'est assez complexe dans les références et il y a un bloc de texte absolument indigeste à la fin de l'issue 1 qui présente tout ça. Genre, blum, démerdez-vous. Et qui sert à rien.
et qui Ah sert oui. pas à grand-chose. L'exemple typique de j'ai pas réussi à bien exposer mon univers par ma narration, je vais compléter avec un gros bloc. Quoi. Avec un espèce de faux rapport, tu vois, pour le bureau of investigation. Enfin, donc, je me suis dit peut-être que cette ambition-là, elle va aboutir après l'issue 3. L'issue 3, c'est vraiment le summum de la confusion. Il y a des personnages qui apparaissent, tu sais pas d'où ils sortent. Il y a même des changements de scène en fait qui sont très mal faits en fait. Genre parfois tu tournes une page, t'es sur une scène complètement différente, mais t'as pas l'impression que la scène d'avant elle était finie. Il y a vraiment, t'as l'impression que le dialogue était coupé et tu dis mais attends, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est intéressant en fait. Enfin, je trouve que tout comme de temps en temps, c'est intéressant de regarder un film qui est manifestement mauvais. On pourra en parler peut-être plus tard. Lire un comics dont on voit clairement ce qui ne va pas. C'est intéressant aussi parce qu'après ça permet de mieux apprécier ce qui est bien fait et ça a été le cas pour moi donc mais je suis complètement d'accord et en plus tu vois toutes les références dont tu parles qui sont intrinsèquement liées beaucoup en plus à la ville d'Innsmouth tout ça et qui fait que c'est normalement c'est un lieu où effectivement ils aiment pas les étrangers, ils aiment pas les étrangers dans le sens les personnes qui ne sont pas de chez eux, tu vois, genre vraiment qui ne sont pas de la ville. En vrai, genre tu vois, c'est amené pour dire que c'est amené, mais en fait, c'est le mec, il balance toutes les références qu'il a, quoi, tu vois. C'est pour ça que je dis à un moment que le mec, il veut juste montrer qu'il connaît le mythe et voilà, je te mets ça dedans et je te mets ça dedans et tiens, je te mets un wing wing, c'est une sorcière, machin. Mec, en vrai, enfin, je sais pas, j'ai envie de dire. En fait, je voulais un truc simple qui traite juste du mythe, qui me raconte une histoire du mythe que je connais 1000 fois parce que c'est déjà vu, revu, recraché, vomi, tout ce que tu veux, mais. En vrai, le mec, il a juste voulu, je sais pas, peut-être trop faire en peu de temps et c'était pas assez intéressant. C'était à la fois mal fait, quoi, très mal fait. Ouais. Tu sais combien il y a d'issues qui sont, si c'est prévu, si ils font un peu comme je te pousse ou Non, je pense qu'ils vont s'arrêter à 5 ou 6 issues pour clôturer le truc et puis basta, quoi. D'accord. Ouais. Et j'aimerais bien avoir le ressenti de Ketrus parce que je le soupçonne d'avoir aimé parce que pour l'instant il a encore rien dit, donc ça se trouve il est gêné par votre Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé ce que fait Aftershock avec leur page de présentation. Je trouve qu'au niveau graphique c'est super intéressant, c'est où il y a marqué Miskatonic, les auteurs. Après le reste c'est naze. Et voilà. Je reprends ce qu'a dit Zef, c'est-à-dire que oui, c'est ça, le mec essaye de montrer qu'il connaît Cthulhu. La mise en page, je sais pas, t'as l'impression que c'est de copier le style franco-belge il y a quelques années. Je connais pas. Mais comme la colorisation suit pas trop, ça marche pas des masses. C'est très hétérogène au niveau des visages, etc. Puis l'histoire a aucun intérêt, quoi. Puis voilà, je veux dire, on l'a montré la page d'orgie. J'ai dû forcer pour continuer après, quoi, parce que c'est vraiment pas terrible, c'est pas maîtrisé. Voilà, c'est comme quoi le fait qu'une œuvre tombe dans le domaine public, c'est pas toujours une bonne chose et c'en est la preuve, quoi. Ah ouais. Mais et puis surtout quand tu connais Cthulhu, enfin quand tu connais Lovecraft et que t'es assez fan de l'univers, voilà, c'est comme à Dizef, quoi. Tu peux t'attendre à avoir ce qu'on te raconte, une réinterprétation d'un des mythes qui existent, tu vois, Innsmouth et tout ça. Et en fait, non, c'est raté, quoi. Puis ouais, l'homme rat, putain, il est dégueulasse en plus. C'est quoi cette tronche en fait? Et puis c'est pareil, ça arrive très bizarrement. Et pourtant, les réminiscences du flic, je trouvais ça vachement intéressant, en fait, avec ses cauchemars et la façon dont c'était un peu découpé dans l'histoire. C'est un peu déroutant au début, et pourtant l'idée est bonne, quoi. Mais je sais pas, moi j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas réussi à m'attacher à l'histoire. Voilà, il y a de bonnes intentions, mais c'est pas réussi, quoi. C'est très passable. Eh bien, c'est donc un 1,5 sur 10 de moyenne, j'ai l'impression. Oh, c'est déjà trop. Oh là, 0 sur 10, quoi. Donc, oui, ça s'appelle donc Miskatonic. C'est sorti aux éditions Aftershock Comics en novembre 2020. Et la conclusion générale, c'est que les scénarios de Marc Sable n'ont pas l'air béton. Oui. Habile transition, enfin pas habile du tout parce qu'il n'y a aucun rapport, avec la review suivante, si vous le voulez bien. Je propose à Ketrus de nous parler un petit peu de son titre. Le titre en question, c'est Scout's Honor. Lulu me corrigera mon accent
dramatiquement mauvais. Et c'est encore une fois sorti chez Aftershock Comics, donc à voir s'il y a une certaine cohérence au niveau de la quatrième de couverture, comme tu le mentionnais, Ketrus. C'est donc sorti en janvier 2021, et il y a 3 issues disponibles. Au scénario, on a David Pepose, que j'ai envie d'appeler David Pépouze, tout simplement. Pépouze, bah oui. Je crois qu'on l'a déjà croisé plusieurs fois au sein de Comics Podcast, notamment pourquoi on l'a déjà croisé. Vous vous en souvenez? Non, j'ai pas cherché à vrai dire. Ouais, non, j'ai pas cherché non plus. Mais apparemment, ce qui ressort chez lui, c'est Spencer & Locke, que je ne connais pas personnellement. Je sais pas si ça vous parle. Non. Et côté illustration, nous avons Luca Casalanguida. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Ketrus? Eh bien, l'histoire prend naissance dans le Colorado, après un apocalypse a priori nucléaire, en tout cas quelque chose comme ça, oui, parce qu'il parle de radiation. Et donc, il y a un groupe d'hommes qui sort d'un bunker et qui dit que voilà, il s'est passé plus de 9000 jours, donc environ 26 ans après que la bombe soit tombée. Donc, on imagine effectivement une guerre nucléaire. Et le niveau de radiation est descendu assez bas pour que les hommes réfugiés, en tout cas ceux qu'on nous présente, puissent découvrir ce monde dévasté. Ils sont tous vêtus d'une capeline et d'un masque, sauf un qui semble être le meneur, une espèce de gourou, en tout cas, enfin un meneur d'hommes, qui tient à sa main comme une bible le guide des scouts, un guide de scouts. Je ne sais pas s'il y en a qu'un seul ou plusieurs, je ne connais pas assez bien les scouts, et qui dit que désormais la vie devra être vécue selon les préceptes du scoutisme, en tout cas ceux qu'il connaît et ceux qu'il pense appliquer. Et on rebondit tout de suite après, 200 ans après, 260 ans après, et on retrouve effectivement trois garçons, 3 scouts qui sont en train de pister les traces d'une bête sauvage ce qui se révèle être un énorme sanglier ou phacochère un peu mutant qui tombe d'on ne sait où et qui écrase Eddie, un de leurs camarades. Et tu as Kit qui essaye de se dire oh là là, il faut aller le sauver, etc. Mais son compagnon lui dit non, tu sais bien que on ne doit pas aller le sauver. Un des commandements des scouts, c'est de ne pas être un fardeau pour les autres. Donc en fait, il faut sauver sa vie et s'en sortir. Donc ils arrivent à se défaire de la bête. Alors qui a le badge, vous savez il y a des badges scouts, le badge de la meilleure conduite, arrive à prendre une voiture, à la tirer. L'autre Kit, le héros de l'histoire, prend une des grenades qu'il y avait sur Eddie, qui est en fait un autre badge, un badge de je ne sais plus quoi. Il prend les grenades, il tire, elle flèche avec les grenades dedans et il fait exploser le phacochère. Pas tant que ça parce qu'après il le mange, donc apparemment il reste encore à manger. Et donc on se retrouve après lors d'une cérémonie funéraire en fait de la mort de Eddie, et là on retrouve pareil un gourou qui commence à énoncer les différentes lois du scoutisme et le credo en fait sous lequel ils vivent désormais, etc. Je passe, en fait il y a 7 lois, grandes lois qui édictent les principes de vie de ce nouvel ordre, de ce nouveau monde, en tout cas de cette communauté. Qui sont des lois quand même assez, comme je disais au début, un peu fascistes quoi quand même. Enfin, je sais pas exactement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils parlent jamais de religion, alors que chez les scouts, souvent il y a la religion qui est quand même liée. Donc on n'en entend pas parler. J'étais assez étonné de ça, mais bon, je ferme la parenthèse. Et Kit, triste de la mort de son ami évidemment, rentre chez son père. Et en fait, on découvre petit à petit qu'en fait Kit c'est une femme, c'est une fille plutôt, c'est une adolescente parce que ce sont des adolescents, et que c'est un secret qu'elle doit garder absolument parce que chez les scouts, en tout cas chez cette communauté scouts, tu n'as pas le droit d'être une femme. Parce que la femme, à mon avis, apparemment, est faible pour ça. Voilà. Donc, quand je parlais de fascisme, c'était un peu aussi ça. Et donc, on retrouve après Kit et son compagnon qui vont dans une espèce de décharge, une ruine en dehors de la ville protégée par les scouts, et rencontrent une bande de brigands qui essaient de forcer un bunker, etc. Bon, c'est le bordel, ils sont super balèzes. Kit découvre d'un seul coup une espèce de robot, un robot de l'ancien temps, qui l'attaque parce que il pense que c'est un intrus, c'est un intrus, et en fait, là, à un moment donné, le robot arrive à scanner les badges de scout qu'il y a sur
sur son torse, du côté du cœur, et le reconnaît comme étant un membre de l'armée. Et là, le robot lui fait voir une vidéo qui lui montre le fondateur du scoutisme. D'ailleurs, je ne me rappelle plus le nom, mais en fait, qui est tout le temps cité en fait par le grand gourou, par le scoutmaster, comme on dit. Ouais, c'est Jefferson Hancock. Jefferson Hancock. D'ailleurs, j'ai essayé de chercher. J'ai essayé de chercher si c'était un vrai fondateur du scoutisme, mais pas du tout. Je crois que c'est juste dans cet univers-là. Et il se rend compte qu'en fait, c'est les autres scouts qui ont tué le fondateur donc du scoutisme, Hancock. Et parce qu'ils sont devenus fous, alors qu'à la base, en fait, lui avait créé ça pour permettre aux jeunes qui étaient un peu perdus, qui étaient un peu perdus dans la violence, etc., de s'en sortir et de vivre selon des préceptes plutôt positifs et plutôt bons. Donc, grosse révélation pour Kit, pour elle, qui se rend compte qu'en fait, tout son monde s'écroule. Voilà, et puis après, s'ensuit d'autres histoires que je ne vais pas spoiler. Donc c'est un monde post-apocalyptique. L'originalité, c'est rigolo en fait de mettre ce credo du scoutisme comme règle de vie. C'est quelque chose auquel je m'attendais pas et je crois que j'ai jamais vu dans une histoire post-apo. Souvent, on a ce genre de choses, c'est-à-dire on a une nouvelle religion qui se fonde par rapport à une croyance de l'ancien monde mais qui a été perdue. Sauf que là, il n'y a pas tant de temps que ça qui s'est passé depuis l'apocalypse nucléaire, donc c'est assez original. Et pareil, en fait, le petit twist qui fait que Kit est une femme, est une femme, pardon, et qu'elle doit évoluer dans ce monde un peu brutal, c'est intéressant, c'est pas mal. Sans être complètement révolutionnaire, il y a plein de petits, il y a quelques petits trucs comme ça, il y a quelques petites histoires, quelques petits twists et quelques petits rebondissements qui fait que tu as quand même envie de continuer dans l'histoire. Et voilà, donc là-dessus, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai envie de continuer, j'ai envie de lire la suite. Et niveau image, niveau graphisme, c'est pas extraordinaire. Ça fait le taf en tout cas. Il y a quelques petites fulgurances sur certains plans qui sont assez bien réalisés. Et voilà, une colorisation très honnête, même parfois assez belle, assez jolie. Donc je sais pas ce qu'ont pensé mes petits camarades. J'espère que ça leur a quand même un peu plu. Par exemple, Zef, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ton côté ? Écoute, je vais relate complètement ce que disait Kit Russ sur le côté c'est pas fondamentalement nouveau, mais c'est intéressant et en vrai ça s'y est assez bien. Moi, j'ai apprécié en fait le côté en fait tout l'aspect scoutisme est enfin mine de rien très remplaçable par effectivement X religion qu'on a déjà vu sur ce genre de truc, mais en vrai on s'y accroche assez vite et ça amène son petit lot de nouveautés pour suivre l'histoire et visuellement j'ai assez accroché au design en fait, à part certains visages que je trouve un peu dégueux, mais le design général je trouve ultra cool. La colo moi elle m'a fait assez kiffer et du coup j'ai passé un bon moment en fait à lire ça. C'est pas prise de tête, c'est pas trop verbeux, c'est pas trop gros dans le sens il n'y a pas de gros enjeux ou trucs comme ça, mais en fait ça se laisse lire assez bien en fait et j'ai envie de voir où ça mène, donc et pour nous donner un peu une échelle de valeur, tu l'as lu avant ou après Miskatonic ? Alors, je l'ai lu après, donc forcément c'était forcément mieux, ça m'a relevé un peu le niveau du moral entre autres, mais toute considération merdique avant cette lecture mise à part, vraiment non j'ai dit merdique, ça se fait pas, on dit pas ça des auteurs un truc comme ça, donc je m'excuse, mais de mauvaise lecture avant, en fait j'ai trouvé ça assez bien et effectivement la révélation de le héros est une héroïne, même si ça change pas grand chose finalement dans le fond, je trouvais ça assez cool et les fausses explications de liens d'amitié qu'il peut y avoir autour de ça, c'est amusant sans que ça ce soit trop poussé, mais du coup les méchants et ils ont un petit côté un peu Foot Clan que je trouvais fun en fait, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Juste pour rebondir sur ce que disait Zef sur le fait que ce soit facile à suivre, je pense que c'est une des qualités de ce comics, parce que souvent dans le post-apo on va avoir tendance à mettre beaucoup de néologismes, à essayer de compliquer l'univers, à essayer de nous en mettre très vite beaucoup en fait plein les yeux pour montrer, regardez, j'ai créé un univers post-apo et j'ai eu cette idée là, etc. Et parfois en fait tu peux te perdre dans le
dans le récit et surtout dans les premières issues, tu vois. Et là, en fait, c'est pas du tout le cas. Je trouve qu'il n'y a pas cette espèce de démonstration de je crée un nouvel univers. C'est amené tout doucement, c'est amené tranquillement. Ça se concentre beaucoup sur le personnage principal et du coup, c'est assez digeste et c'est très. À la fin de chaque issue, en fait, t'as vraiment envie de continuer et de voir ce qui va se passer. Ok. Et toi, Lulu, comment tu as un peu ressenti et abordé ce titre ? Eh ben, écoute, pareil, on va être assez raccord sur ces 2 premiers titres en tout cas. Mais ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu juste après Miskatonic, donc ceci explique peut-être cela. Mais c'est, enfin là pour le coup, je pense que c'est vraiment bien fait. Voilà, comme disaient Ketrus et Zef, c'est clair, c'est bien présenté, t'as envie de tourner les pages, ça introduit suffisamment de nouveaux lore pour que ce soit intriguant et que tu aies envie de découvrir un peu toute cette ambiance avec ces scouts survivalistes, masculinistes, voilà. Et il y a les petits détails sur l'amitié, et moi la surprise là au milieu de l'issue 1 où en fait on se rend compte que c'est une gamine, et bah j'ai fait genre enfin j'étais vraiment surprise, agréablement surprise, je m'y attendais pas. et c'est cool, enfin c'est assez simple comme dispositif quoi de suspense et de comment dire de twist. Ouais, de twist quoi, mais ça marche bien. C'est un peu qu'est-ce que j'avais mis, Lumberjanes rencontre Mad Max quoi. C'est un peu ça. Ouais. Et c'est cool, et ça fait aussi penser un peu à Sweet Tooth dans le délire, voilà, un gamin qui se retrouve, une jeune personne qui se retrouve face à des hordes de gars qui sont des grands méchants, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ouais, non, vraiment, vraiment super, et j'ai très envie de continuer à lire. J'en attendais rien et j'ai vraiment été très, très agréablement surprise. Donc, c'est merci très bonne à tous les trois pour ces avis étayés et argumentés. On va juste rappeler le titre. Lulu, est-ce que tu pourrais me le prononcer ? Scout's Honor. Ok, et pour les francophones, c'est Scout Sonore. Voilà. C'est paru chez Aftershock Comics depuis janvier 2021 et la 4e issue devrait paraître très bientôt. Nous allons passer à la dernière review déjà de cette première section de l'émission. Alors, j'ai un peu vendu le titre de ton titre, justement, Lulu, dans l'introduction de l'émission. C'est pas grave, on la refera. De quoi ? On la refera à l'intro. On va parler d'Eternals 2021. Ouais. Alors, sans grande surprise, c'est évidemment sorti chez Marvel, également en janvier 2021. Mm-hmm. Donc c'est tout frais, et on retrouve mon chouchou Esad Ribic. Ça fait longtemps que j'avais eu de ses nouvelles, donc j'ai hâte que tu m'en dises plus, puisque je pense rapidement me pencher dessus. Ouais. Donc déjà je voudrais commencer par un avertissement pour les âmes sensibles qui nous écoutent et qui sont très versés dans toute la culture comics Marvel et tout ça. Cette review va avoir du noob content à tous les étages, parce que je n'y connais absolument rien de rien. Tout ce que je savais sur les Eternals avant de commencer à lire ce comics, c'est qu'il va y avoir un film avec Angelina Jolie et Kumail Nanjiani qui a pris du muscle, qui est un acteur de... c'était quoi la série C'était Silicon Valley. Ouais, voilà. Silicon Valley qui est devenu méga musclé pour le film, parce qu'il va jouer Kingo. Et voilà. Et donc c'était à peu près tout ce que je savais de ce qui est parfait pour tous nos nouveaux auditeurs qui souhaitent aussi découvrir les comics. C'est une review full noob, et peut-être que mes camarades pourront compléter. Donc à l'écriture, on a Kieron Gillen, qui est un grand auteur de comics, enfin en tout cas qui a eu beaucoup de succès critique et public avec The Wicked and the Divine.
affectueusement appelé aussi quelquefois Weak Div. Il a déjà bossé chez Marvel, notamment sur Uncanny X-Men. Donc pas un nouveau venu, pas un poussin de la veille, quoi, en storytelling. Et à l'illustration, donc Esad Ribic, donc l'illustrateur au look de camionneur roumain. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une photo de lui, mais il a un look pas possible. Alors il est pas roumain, il est croate en réalité. Donc je suis désolée, je m'excuse auprès des gens du pays de l'Est. Donc, mais par contre, au doigt d'or, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Et je vais continuer dans le noobisme parce qu'en fait, c'est la première fois que je lis un comics illustré par Ribic. Je l'avais découvert en lisant les Conan de Jason Aaron. Et en fait, il a fait les covers. Ribic a fait les covers. Et j'avais très, très envie de lire un comics avec du Ribic à l'intérieur, et donc c'est chose faite. Donc les Eternals, c'est quoi ? C'est un peu à l'opposé des super-héros street level, donc comme Spider-Man par exemple, qui lui vit sur Terre, où on découvre sa vie quotidienne. Voilà, c'est une personne lambda. Là, on est assez loin de la Terre et des petits soucis du quotidien. Ils n'ont pas de problème de relation avec leur patron. Ils n'ont pas de patron puisque ce sont des divinités, les Eternals. Et donc, l'histoire se déroule principalement à un niveau cosmique, divin, et à un niveau d'existence où l'expérience du temps même est différente puisque les personnages sont éternels. Donc, ils sont là depuis des milliers d'années. Donc le principe des Eternals, comme leur nom l'indique, c'est qu'ils ne peuvent pas mourir, ou plutôt ils peuvent mourir, mais ils sont rapidement ramenés à la vie. Donc ils peuvent aussi être mis au placard, donc mis un peu en veille forcée, si leur comportement est jugé trop dangereux. Car le rôle des Éternels est de tout temps de veiller sur l'humanité et de protéger la planète Terre des déviants, deviants, qui sont une sorte de voilà, c'est un peu les grands ennemis des Eternals, et c'est une sorte de horde de démons, d'après ce que j'ai compris. On commence donc dans l'issue 1 par suivre un des éternels qui s'appelle Icaris. C'est un dieu qui a été mis en veille depuis un bout de temps et qui en sort tout juste. Il est plutôt sur une typologie guerrière. Il est souvent présenté comme une flèche, donc un peu monomaniaque, et il va frapper sa cible. Au niveau du look, donc il a un costume très près du corps, très moulant, très ajusté, et il a une gueule un peu, moi j'ai trouvé à la D-Fool dans l'Incal, pas Skyrock, mais l'Incal. Et globalement, alors je me déteste à dire ça parce que j'ai l'impression de le dire souvent, et voilà, mais c'est vraiment ressenti. À la lecture, ça fait vraiment penser à du Mobius, dans la richesse de l'univers et dans le ton aussi un petit peu comico-épique, même si bien sûr on est avec des personnages qui sont donc des divinités, on n'est pas du tout sur un personnage comme D-Fool dans la cale qui est vraiment un mec lambda. Mais dans la façon de raconter l'histoire, et je reviendrai sur la voix narrative, sur l'espèce de voix off qu'on a tout du long, et dans la relation, la dynamique qui s'installe entre certains personnages, et notamment entre Icaris et une autre divinité qui aussi redevient active, qui s'appelle Sprite. Il y a quelque chose qui est assez comique, en fait, et qui est très bénéfique, parce que sinon, avoir que des dieux hyper sérieux, hyper monolithiques, ce serait un petit peu ennuyeux.
Donc voilà, donc on a quand même un peu de comic relief parmi ces dieux, qui sont toute une galerie, toute une équipe en fait. Hein. C'est un groupe de super-héros divins, comme on a les Avengers, et ben on a les Eternals, qui protègent la Terre des menaces plus d'autres méchants dieux, quoi. Donc on a des personnages qui Athéna, Cersei, voilà, il y a toute une gamme de divinités. Et vous reconnaîtrez peut-être la proximité avec les noms de divinités grecques, donc Athéna, Circé, Icare. Donc ça emprunte aussi à ce type de mythologie. Mais donc, comment raconter une histoire qui peut être intéressante avec des personnages qui sont a priori tout puissants, à qui rien ne peut arriver. Donc, a priori, il ne peut pas y avoir de complications, d'éléments perturbateurs qui va lancer l'intrigue. Et donc, l'idée, normalement, c'est que les Eternals ne peuvent pas mourir, mais en fait, si. Donc à un moment, il y a un glitch qui s'introduit. On ne sait pas encore exactement bien pourquoi dans les 3 premières issues. Et donc les Eternals sont confrontés à un changement soudain, puisque leur leader, qui s'appelle Zuras, qui est un espèce de dieu plutôt très noble, que tout le monde admirait, est tué. Et donc ils se disent, ok, pas de problème, il a déco, mais il va se reco dans pas trop longtemps. Eh bien non. Et donc, Zuras ne revient pas à la vie, et donc c'est un éternel qui, finalement, n'est pas si éternel que ça. Donc, il y a une partie aussi un peu enquête, où le reste de l'équipe va essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui est le meurtrier. Donc, alors, Zef, toi qui, je crois, connais peut-être un peu plus l'univers original des Eternals, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, je connais pas du tout. J'ai jamais lu tout ce qui est un peu cosmique. Normalement, dans Marvel, ça m'intéresse moins. Et du coup, je me suis jamais vraiment penché sur les Eternals. Donc, j'étais assez. Il y a 3 choses qui me motivaient à lire cette série. 1, visuellement, c'est quand même une vraie tuerie. On en reviendra sûrement, mais c'est vraiment superbe. Je sais pas comment le dire autrement. En fait, tout est beau dedans. La colo, le design, les traits sont fins, tout est affolant. 2, c'est un truc que je connaissais pas du tout, que je connais de loin, mais que je suis jamais allé regarder vraiment dans l'univers Marvel. Donc c'est très fouillis et il faut vraiment. Je pense que ça demande quand même une connaissance assez de base du truc pour pouvoir prendre plaisir vraiment à voir la lecture. Et 3, c'est Kieran Gillen, et c'est un peu un dieu vivant pour moi depuis qu'il a touché à Dark Vador en 2015-2016 et qu'il a créé le Dr. Aphra sur Star Wars. Donc c'était forcément vendu de base. Que dire ? Non, mais voilà, je crois que j'ai résumé mon avis. Ça bute ou pas ? Non, ça bute bien. En vrai, c'est fou parce que je pense que si tu n'avais pas Iron Man qui apparaissait dans la première issue et un autre personnage fort qui apparaît plus tard, dont je vais pas parler parce que Lulu n'en a pas parlé, ou j'ai peut-être coupé. On peut, hein, parce que je pense que ça fait partie effectivement de la mythologie des Eternals. Ouais, c'est vrai. Donc il y a Thanos qui apparaît en mode boom, quoi. Mais en vrai, ça pourrait être complètement une histoire autour des Eternals sans forcément parler de Thanos. Et en vrai, ça pourrait ne pas être dans l'univers Marvel, que ce serait aussi dingue en fait, tu vois. Ouais. Mais en plus, là, c'est relié à l'univers Marvel, donc c'est encore. Tu te dis putain, mais quel univers dans l'univers, encore une fois. Et je trouve ça ouf parce que c'est tellement bien développé dans la narration, tellement bien développé dans l'univers, tellement poussé dans les dialogues et le reste que. En vrai, ça tient tellement tout seul. Ça paraît con à dire, mais en vrai, j'ai toujours peur quand on va dans un truc que tu connais pas, que tu aies besoin d'être accroché complètement à un truc que tu connais pour pouvoir te sentir à l'aise. Et là, t'as pas besoin, parce que la narration se fait toute seule. Il y a un narrateur qui te raconte un peu les choses au fur et à mesure où elles arrivent, en mode omniscient, qui est super agréable. Et voilà, c'est une vraie tuerie. Moi, j'ai pris un vrai plaisir et j'ai vraiment envie de continuer cette série, quoi.
D'accord. Et alors du coup, une question me brûle les lèvres. C'est un ongoing ou c'est une série avec un certain nombre d'issues prévus? Excellente question. Je dirais que c'est un bonne question. ongoing, mais Ouais, ça donne l'impression d'être un ongoing. D'accord. Mais Et avant de poser ma dernière question, je vais quand même demander à Ketrus ce qu'il en a pensé. Oh, merci, c'est sympa. Je t'avais pas oublié, je savais que t'étais là. Ah, putain, ouais, trop bien. Moi, je suis hyper fan de tout ce qui est cosmique dans l'univers Marvel, peut-être même plus que le reste, en fait. Donc, en fait, j'adore ça. J'adore quand ça sort complètement de la Terre, que ça vient titiller toute la galaxie, quand il y a les cris, quand il y a les inhumains, annihilation, tout ça. Enfin, j'adore ça. Je suis ultra fan. Je trouve que là, on a un vrai récit de SF cosmique comme on l'attend, quoi. Un peu comme, en fait, Lulu parlait de Moebius et de Jodorowsky, du coup. Et on est tout à fait dans cet univers-là. ça fait très caste des métabarons aussi. Complètement, ouais. Ouais, d'accord. Avec Ribic en plus au dessin, ça fait envie. Oh là là, Ouais. Ezad Ribic, c'est fantastique. Et la colorisation, elle est géniale, quoi. Splendide, ouais. Par contre, du coup, à faire cette comparaison, c'est quand même une comparaison un peu compliquée pour le pauvre Eternals. C'est que justement, quand tu parlais de l'humour, le fait, quand t'as dans Jodorowsky, l'humour, il est souvent utilisé par des personnages qui sont extérieurs, ou souvent le narrateur, que ce soit le robot ou que ce soit d'autres personnes, comme John D. Fool. Mais John D. Fool, au début, il a pas de pouvoir, c'est un pauvre loser, quoi, c'est un humain. Ouais. Donc je trouve que ça passe super bien. Là, par contre, des fois, il y a eu des conversations avec les Eternals où ils font des blagues un peu potaches à la Comics Outcast, et ça m'a un peu dérangé. Je trouve que ça casse un peu le côté cosmique et un peu Dieu. Pourquoi pas, hein, tu vois, mais ça m'a un peu dérangé. Par contre, toute la narration faite par donc l'intelligence artificielle ou l'ordinateur, enfin la machine, on sait pas trop exactement. C'est la Toute Terre. la partie- Enfin, moi, j'ai compris que c'était la Terre. Ah, peut-être, C'était une planète. Je sais pas. Ouais, mais qui est aussi intelligence artificielle. Enfin, ça, c'était pas très clair pour moi. Mais Ouais, je pense que je vais le relire parce que je l'ai lu très vite, parce que j'étais vite, évidemment à la bourre pour lire les issues. Ça, c'est des par secrets contre- de coulisses. C'est vrai, j'aurais pas dû le dire. Tu monteras, tu couperas. Et par contre, tu vois, directement quand ça dérive, je crois que c'est dans la deuxième issue, quand il y a l'histoire de l'homme sur la plage. À qui le dieu, c'est Icaris, c'est ça, lui dit écoute, t'as vu un monstre, t'as pas vu un monstre, tu restes là jusqu'à ce que je revienne, et tu gardes surtout ce feu là allumé. Et en fait, il y a 3 générations qui se passent, et ça, je kiffe. Enfin, c'est tout à fait ça. C'est ce genre de personnage et ce genre d'histoire, ça permet justement de jouer avec l'espace-temps, et ça te donne des trucs vraiment trop cool. Ouais. Et exactement la Moebius et la Jodorowsky. Donc ouais, moi j'adore ce genre d'histoire. En plus c'est magnifique, Ezad Ribic. Par contre, c'est un peu demandant, c'est un peu exigeant, je trouve. Il y a beaucoup de textes, il y a pas mal. Là, du coup, à l'inverse de Scout Sonore, t'es dans la SF, t'es quand même dans une hard SF quelque part. Donc t'as beaucoup de termes, t'as beaucoup de choses, t'as beaucoup de personnages, t'as beaucoup de lieux. Je parle même pas des pages, comment on appelle ça, des pages intermédiaires, des intercalaires, où ils citent tous les Eternals qu'il y a par lieu, etc. Il y en a une, je crois, dans la 13e issue, c'est n'importe quoi, il y en a plein la page. C'est très beau, hein. Au niveau graphique, je trouve que c'est assez génial. C'est en bicolore avec un bleu un peu électrique pastel qui est très beau. Mais c'est de la RDSF, et il faut vraiment s'accrocher pour tout lire. Donc je pense que je le reprendrai. Je vais reprendre les issues, je vais les relire un peu plus à tête reposée, en essayant de tout voir, de tout comprendre, quoi. Mais ouais, moi je vais continuer, c'est génial, quoi. Juste une question, quand tu parles de hard SF, je suis pas sûr qu'on ait la même définition. Non, peut-être que j'utilise la mauvaise escient. Alors moi en noob que je suis, en fait j'ai transposé ça un peu comme de la high fantasy, au sens où c'est des dimensions qui sont tellement épiques que quelquefois c'est difficile d'humaniser les personnages et d'avoir de l'émotion. Parce que justement il y a beaucoup d'informations, beaucoup de lore, beaucoup de mythologie, mais là l'illustration de Ribic, je trouve que arrive à donner de la chair à tout ça. Et après, il y a quand même l'astuce effectivement de l'humour. Mais si la réticence, c'est justement un peu tous ces univers qui peuvent paraître compliqués et puis un peu pas obscurs, mais un peu
abscons, peut-être. Consistant. Abscon. Ouais. Je crois qu'il faut passer outre parce que ça vaut vraiment la peine. Et je pense que ça vaudra aussi le coup de lire en TPB et de dérouler plus, de lire d'une traite parce qu'il ne faut pas s'arrêter en fait. Sinon, c'est un peu compliqué de reprendre. Ouais, je suis d'accord. Alors, si je peux revenir juste sur 2 termes, parce que je veux pas nous attirer des mauvais problèmes, mais genre, c'est pas de la hard SF dans la définition de ce qu'on appelle de la hard SF, et c'est pas de la high fantasy non plus. Non, c'est pas de la high fantasy. De la high fantasy du tout. Oui. Genre, faut juste vraiment. Mais moi, la hard SF, c'est vraiment la SF. Attention, jingle débat, s'il vous plaît. Non, mais c'est juste pour dire, parce qu'en vrai, ces 2 termes-là, ils sont assez précis quand même. La hard SF, ça reste de la SF. Merci. Et voilà. Et la high fantasy, ça reste vraiment de la high fantasy. Enfin, c'est pas du tout ça. Enfin, à la limite, ça, c'est vraiment c'est un récit super-héroïque cosmique, quoi, si vous voulez. Mais ouais, mais t'as les mêmes problématiques. Mais t'as raison, j'ai mal utilisé le terme. Mais ça me fait penser à ça, en fait. Dans la même complexité de compréhension. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Oui, d'accord, ok. C'est pas de la... mais c'est juste que la RDSF, en vrai, ça part pas du tout dans la fantasy, ça reste ultra terre à terre, quoi. C'est juste mais du coup, juste ça, en fait. C'est scientifiquement ça serait quoi le... Voilà, c'est ça. Si tu mélanges du nitrate d'argent avec du je sais pas quoi, ça fait précipité blanc. Exactement comme dit Fanny sur le Chan. Et voilà. Et la high fantasy, ça reste juste un type de fantasy très lumineux dans le sens où tout se passe très bien en général. C'est juste positif. Mais je pense avoir compris ce que vous voulez dire. Ouais. C'est du space opéra, je sais pas ce que c'est. Non, je sais pas trop comment le définir. Non, je me risquerai pas à le définir. Je suis désolé pour le débat là-dessus et je voulais pas lancer mais ça. je voulais justement savoir comment le définir. Tu sais, c'est un peu comme le cycle de Chai ou des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que SF fantastique, quoi. Donc voilà, t'as réussi à transmettre l'idée. À savoir, j'ai l'impression, moi j'ai pris ça comme quelque chose d'extrêmement consistant et complexe, peut-être, je sais pas. Ouais, voilà, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas dans ton discours. Ok. Voilà. Dernière question. Eternals 2021, qu'est-ce qui est censé se passer au cinéma ? Il n'y a pas un film qui va sortir ? Et qu'est-ce qu'ils nous font là avec du Thanos au début ? Est-ce qu'ils essaieraient pas d'attirer un petit peu le chaland et des nouveaux lecteurs ? À peine. Ok. Ok, très bien. Je voulais juste. Non, mais je pense qu'il y a un appel du pied assez sévère, et surtout en mettant quand même des brutes sur le truc. Après, c'est à la fois du coup un appel de pied et à mon sens et bien joué parce que si vous voulez juste jouer sur la vague du regardez, on va sortir un film, on va vous vendre de la série, ils pourraient mettre n'importe qui un peu sur le titre. Ouais. Là, franchement, ils ont pris des brutes pour le faire, donc je pense qu'ils ont quand même assez une véritable envie à ce que le titre fonctionne et qu'il ait une masse critique de peut-être de lecteurs qui puissent s'accrocher dessus, quoi. Ouais, donc c'est plutôt cool. En tout cas, vous m'avez convaincu, je vais immédiatement les commander en version papier pour avoir du vrai Zadribik sous les yeux. Ouais. Merci, donc c'était Eternals 2021, c'est sorti en janvier 2021, il y a 3 issues de sortie, a priori c'est de l'ongoing, donc ça risque de continuer longtemps, et les avis sont unanimes, et je crois que le bon mot c'est dithyrambique. Dithyrambique. Oh, merci Adrien, merci. Attends, je vais le refaire et tu le remettre en montage. Le mot c'est dithyrambique. Yes. Allez, on le tient. Je sais pas. Tu n'as pas. Eh bien, je vous propose d'enchaîner et avant de passer à la section suivante, je vais vous faire une petite interrogation à tous les 3 sur le sujet des réseaux sociaux. Alors déjà, qui est déjà allé sur les réseaux sociaux ? Je connais pas. Je crois une fois avec mes parents, j'y suis allé. Ouais. Alors, autre question, est-ce que vous connaissez un petit peu les réseaux sociaux du podcast, Comics Podcast ? Où est-ce qu'on peut nous trouver ? J'allais te poser la question, Grégo, si je cherche les réseaux sociaux du podcast et de VHS, où est-ce que je vais ? J'aurais aimé que vous ayez la réponse, ça voulait dire que vous suiviez un petit peu. Est-ce qu'il y a Twitter ? Est-ce qu'il y a Twitter ? Oui, il y a Twitter, ouais. Est-ce que le handle, c'est @comicsoutcast ? C'est bien vu. Voilà. Est-ce que ça se passe en été ? Est-ce que ça se passe en été Aussi. Et du coup, est-ce qu'il y a un Instagram ? Oui, je vois que tu t'y connais en réseaux sociaux. D'accord. Alors, attention, question, est-ce qu'il y a un TikTok ? À votre avis, si le Twitter c'est @comicsoutcast, l'Instagram c'est quoi ? C'est @comicsoutcast. Ouais, et qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Les splendides couvertures que Ben nous fabrique chaque bi-semaine.
pour pouvoir communiquer sur l'épisode, j'imagine. Et des magnifiques vidéos de Sam aussi. Et les magnifiques vidéos de Sam. Et les variants de cover, les seuls variants qui sont intéressants à voir en ce moment. Et vous avez oublié le papy des réseaux sociaux. TikTok. En bleu. Non, ça c'est des adolescents. Snapchat. Facebook, voilà. Alors Facebook, qu'est-ce qu'on peut trouver sur Facebook? Et on trouve les magnifiques stories de Nivrae aussi qu'elle fait tout le temps de Comics Outcast sur Instagram aussi. Oui, c'est vrai, j'en ai pas fait ce soir. Vous survendez le compte Instagram, les gens vont être déçus. Hein. Je crois qu'il suffit qu'on mette une photo de nous et il sera survendu. Ah ben voilà, ouais, c'est vrai. Bon, je vais finir parce que je vois que vous êtes quand même pas au niveau. Sur Facebook, on a aussi notre groupe qui s'appelle le Bouya Comics Club, dans lequel vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Vous y rencontrerez une foule de personnages sympathiques et hauts en couleur, avec lesquels vous pourrez partager vos avis et vos découvertes sur les derniers titres, l'actualité cinématographique, essentiellement du MCU, un peu du DCU aussi quand même. Et voilà, on vous y attend. Et je crois aussi qu'on peut discuter du Discord de VHS, oui. C'est le bon moment. Est-ce que discuter d'un Discord, c'est pas un pléonasme ? Non, discorder d'un discute, c'est un pléonasme, mais discuter du Discord, ça ne l'est pas. Et donc, le Discord du VHS, où vous êtes également, il me semble, les bienvenus. Vous y retrouverez tout un tas de personnes extrêmement sympathiques et très accueillantes. Ça dépend quand même, hein, des fois. Et vous pourrez aussi nous retrouver, d'ailleurs. Moi, par exemple, tous les 15 jours, j'ai avoir mes notifications. Donc, je réponds sous 15 jours, je m'y engage. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec la technologie des réseaux sociaux, c'est que ça fonctionne depuis n'importe quel endroit, par exemple en France. Si vous vous situez par exemple dans les Pyrénées-Atlantiques, et ben vous pourrez tout à fait vous connecter à nos réseaux sociaux. Par exemple, si vous vous appelez Brigitte à Bardos, ça passe. Yes. Si vous êtes occupé à Buzy, vous pourrez complètement vous connecter aussi. Si vous êtes un arbre à cam, pareil. Si vous êtes anti-système à Sesco, ça a l'air un peu tordu. Si vous avez déjà vu Ben et Jacques, excusez-moi. Si vous rayez à Hilar, si vous manquez d'argent à Ispour, ou si vous faites du sport à Musculbi, si vous êtes heureux à Sus, si vous êtes frustré à Parbèze, ou si vous sentez une drôle d'odeur à Saint-Abit. Et pourquoi l'odeur? Très bon fromage là-bas. Que Saint-Abit. Et si vous y croyez à mort, ou si vous trouvez ça pénible à La Longue. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous serez toujours bien accueillis. D'accord. Du coup, je viens de comprendre qu'on suivait les numéros des départements avec les numéros d'épisodes. Ça, je n'avais pas compris. Eh ben bravo, il t'en a fallu 64 parce que épisodes. Le 64, c'est les Pyrénées-Atlantiques apparemment. Ah d'accord, ok. C'est ça. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Je pensais que c'était au pif, moi. Attendez, c'est bien ça, 64, c'est bien. C'est au pif, mais ça suit depuis le début, en fait. Je me suis basé sur ma connaissance innée des départements français, mais oui, c'est bien ça, je suis même pas allé vérifier. Mais je suis très fort, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, le ça de hoster, il faut savoir prendre des risques. Balèze. Alors, en parlant de hosting, je vous propose de passer à la rubrique suivante. Alors, pour les nouveaux, vous allez vous dire quoi? Il y a que... Shut the fuck up. Ça c'est la façon. Il y a ce genre de petites choses. Mais les jingles, c'est tellement 2020. Alors pour les nouveaux, vous allez vous dire mais quoi, il y a que 2 rubriques dans cette émission. On m'avait dit qu'il y en avait 3. Il y avait le hors les bulles et le focus. Et ben aujourd'hui, on s'est dit quand même le hors les bulles, il est assez costaud. Autant le fusionner avec le focus. Et là, en tant que nouveau, vous allez me dire mais qu'est-ce qui peut être assez énorme pour justifier de fusionner un hors les bulles et un focus? Et ben je vais vous le donner en 1000. C'est 4 heures de film. Ça s'appelle le Snyder Cut. Alors, Snyder Cut. C'est la Snyder Cut. Snyder Cut. C'est là où on lance le film en même temps et on le commente, c'est ça? Alors. Ah ouais. Le hors les bulles qui dure 4 heures. Si vous êtes tout simplement désintéressé de l'actualité cinématographique de ces 5 ou 6 dernières années, vous avez probablement besoin d'un petit rappel de l'historique de cette mouture du film. Alors, qui se sent de me refaire un petit peu la chronologie de tous les événements qui ont amené à ces, je le répète, 4 heures de film?
Allez, Lulu, tu le sais, tu le fais, allez. Ok, d'accord. Donc 2017, sortie de Justice League. Les gens ne sont pas contents. À juste titre. Et pourquoi ? Parce qu'ils trouvent que le film n'est pas ce qu'il aurait dû être, puisque Zack Snyder, qui devait assurer la réalisation sur le film, a dû se retirer du projet suite à un drame familial. Et donc c'est Joss Whedon qui reprend le flambeau derrière donc Zack Snyder qui avait déjà réalisé Man of Steel et puis Batman vs Superman. Donc c'est tout. Bon, il est arrivé au bout de son film, il l'a sorti et scandale parmi les fans qui commencent à se dire mais peut-être que on pourrait avoir la version de Zack Snyder, puisque Zack Snyder teasait un petit peu. À un moment, il est revenu quand même sur la disons dans la discussion, et il a commencé à teaser l'idée que peut-être en fait il avait sa version, donc sa cut sur un ordi quelque part, et donc il n'y avait pas grand chose à faire pour qu'il puisse sortir sa propre version. Donc voilà, ça commence à se transformer en campagne sur les réseaux sociaux à base de hashtag release de Snyder's Cut. Personne n'y croit vraiment. Les studios semblent... C'est faux. Bon, les studios semblent pas vouloir vraiment suivre pendant quelques années, puisque donc c'était il y a quand même 4 ans. Et puis pandémie arrive, bouleversement des productions, des sorties ciné, etc. Et bon, HBO se reprend un peu le flambeau à la Warner et dit nous on la sort, la Snyder's Cut. Et donc voilà. Et donc après 70 millions de reshoot et de repost-prod et de je sais pas trop quoi, il y a donc la Justice League Snyder's Cut qui est sortie pour l'anniversaire de Nivrae, notre chère chroniqueuse, la semaine dernière, et qui donc ne dure pas 1h30, ne dure pas 2 heures comme le film, donc la version ciné, ne dure pas 3 heures, mais dure 4 heures. Et là, on se dit, mais waouh, il en avait des trucs à dire et des choses à rajouter, et ça va quand même peut-être être vachement mieux. Donc, dans la Justice League version ciné, il y avait eu des choses qui avaient choqué, de type le moustache gate de Henry Cavill, qui était sous contrat pour Mission Impossible et donc avait une moustache, et donc ils ont été obligés de retirer la moustache en post-prod, et c'était absolument affreux, ça lui donnait un air très étrange. Uncanny Valley 3000, voilà. Donc il y avait plusieurs choses qu'elle n'avait pas aimées. Donc ça a giclé dans la version ciné. Il y a quelques autres choses qui ont été retirées par Zack Snyder, et quelques autres, bien sûr, des scènes et des persos entiers qui ont été ajoutés donc, dans ces 2 heures supplémentaires. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je raconte le pitch de base aussi. Je peux raconter le film de 2017 et puis on rajoutera les scènes supplémentaires pour en parler. Oui, parce qu'il faut préciser qu'au niveau investissement personnel, tu as donné énormément, puisque tu t'es infligé les 2 films, les 2 versions. Voilà, à une semaine d'écart. Donc j'ai passé 6 heures de ma vie à regarder ça. Et putain et ce qui... Bon voilà, ma façon de le présenter vous donne un petit peu un indice sur ce que j'ai pensé de l'un et de l'autre. Donc, on est quelques temps après... c'était quoi le film d'avant ? C'est Dawn of Justice, Batman vs Superman. Voilà, Batman vs Superman. Et Superman est dead. Désespoir de l'humanité à travers le monde suite à la disparition de Superman, de David Bowie et de Prince. C'est véritable. Batman, donc incarné par Ben Affleck, qui semble préférer, je ne sais pas, se faire clouer les balls sur une planche plutôt que d'être dans ce film. Batman donc veut monter une team et il part recruter Aquaman
en Islande ou je sais pas où, un endroit où il y a des gens blonds, au bord de l'eau. Le Nord. Bon, on a le droit à Jason Momoa torse-poil dans de l'eau glacée, et ça c'est cool. All day, every day, bien évidemment. Mais au-delà de ça, bon, d'accord. Alors, on continue, donc c'est la Justice League, donc c'est la Ligue des Justiciers. Donc il n'y en aura pas qu'un, il n'y en aura pas deux, il va y en avoir plus. Donc il y a aussi Diana, l'Amazon Wonder Woman, qui avait déjà commencé à team up avec Batman et Superman plus ou moins dans les films précédents. Mais il y a aussi Barry Allen, qui est The Flash, et puis Victor Stone, qui est ou ce qui reste de lui en tout cas, puisqu'il est cyborg. Donc il reste plus que son visage en gros, ou même une moitié de visage, et tout le reste c'est donc un robot, quoi. Alors, ce qui se passe, le grand méchant, c'est Steppenwolf, qui, je ne sais plus trop pourquoi comment, mais sort de la GameCube que les Amazones gardaient, et qui, suite à des effets spéciaux bien moches et des scènes d'action pas dynamiques et des dialogues bien clichés, commence à foutre le boxon sur la planète Terre. Parce qu'à la base, il est méchant, c'est ça, je crois. Parce qu'il est méchant, il est pas content. Ouais. Il y a également des placements produits Mercedes de gros douchebags, qui a été gardé d'ailleurs dans la Snyder's Cut. Et donc, après la Freebox, après la B-Box, après la box de 20 nuggets, après la Gambit Box, qui vous envoie des collants chez vous tous les jours, toutes les semaines. Voici donc la Mother Box, qui est donc la boîte à ta mère, qui fait revenir ce grand méchant cornu en fer qui est la boîte qui t'envoie des mères tous les jours. Pardon. Mais qui t'envoie ce Steppenwolf, donc cette espèce de méchant à cornes là en fer à base de lames de rasoir chum. Alors, il y a peut-être une question sur le Discord de Adrien Larosé qui dit Wolf, point d'interrogation, Lulu, point d'interrogation. Voilà. Comment ça ? Il s'étonne de la prononciation, mais moi je te fais plus confiance qu'à lui, tu vois, par exemple. Et puis t'as dit Steppenwolf plutôt que Steppenwolf. Non, mais moi Lulu a toute ma confiance. Le loup. Alors peut-être que le personnage, je me trompe, mais... Non, je sais pas. L'animal, on dit Wolf. Non, mais c'est pas très grave, c'était juste pour le ressort comique. Tu veux me tenter sur la prononciation en anglais, Adrien ? Pas du tout. Je te laisse régler ça avec Adrien à la fin de l'émission. Très bien. Donc voilà, en gros, c'est ça le pitch de base de la Justice League version ciné qui est sortie en 2017. J'ai fait ma part, je vous laisse le micro. Effectivement. Et en fait, oui, pour résumer, parce que là c'était l'intro, mais en fait finalement il n'y a que ça, le film, c'est juste une intro, il team up, ça se tatane et c'est fini. Ah non, Superman revit aussi, non ? Ah oui, c'est ça, oui. Superman revit. Oui. Il vient, sinon ils n'y arrivent pas, parce qu'ils sont pas assez forts. Et puis Batman, il essaye pas trop non plus, il s'implique pas trop, puis Aquaman, il sert à rien. Donc ils n'y arrivent pas. Et du coup, Superman revient, il renaît dans une espèce de boue informe, et Flash l'électrocute, et ça le fait repartir. Ah bah oui. Voilà. C'est dépensé. Désolée, je suis pleine de sel. Non, mais il se sert il électrocute la Mother Box. Il se sert du vaisseau pour le faire revenir, en fait. Oui. Enfin bref, c'est du détail. C'est de l'ordre du détail. Tout le monde sait faire revenir un mort, de toute façon, pas besoin Bien sûr. Voilà. Et donc, question qui brûle les lèvres des auditeurs que j'imagine crier à voix haute. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans ces 2 heures ? Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire ? Et en quoi cela en fait un meilleur film aux yeux de Zack Snyder ? Des saucisses au ralenti. Les saucisses au ralenti sont un bien meilleur film à cause de ça. En vrai, sans vouloir cramer le film, je me demande ce que ça rapporte de plus. Des belles scènes de fin bien filmées, avec des belles images, et franchement c'est beau, et des dialogues vraiment beaux, vraiment bien, et voilà.
C'est la fin de cette émission. Ciao. C'est de l'ironie ou tu es sincère? Ah non, c'était pour moi ce film. Je l'ai même pas regardé en entier. J'ai dû aller plus vite parce que j'en pouvais plus en fait. Au bout de 20 minutes de film, j'en pouvais déjà plus de penser à le voir. Et donc je l'ai vraiment accéléré. Et c'est la première fois que je regardais un film aussi rapidement, de 4 heures. Et c'est vraiment moi je l'ai trouvé à chier de bout en bout et je suis vraiment désolé, je sais qu'on dit pas ça des films, on dit pas ça du tout des créations des gens, mais c'était une purge pour moi ce film. J'ai jamais Alien Covenant est bien meilleur que ça. Aïe. Voilà. Je sais pas si vous avez mon échelle de trucs, mais pour moi, j'ai envie de revoir Covenant. Hein. Quand je voyais je préfère m'infliger 2 fois Covenant que ça. Et non, il est dur. En fait, je trouve que les dialogues sont mauvais. En fait, je sais même pas ce que ça apporte de plus, les 2 heures supplémentaires de film. En fait, très sérieusement, qu'est-ce que ça apporte de plus? Il y a un peu plus de profondeur des personnages qui ne sert à que dalle pour amener rien, en vrai. Il y a plus de backstory sur Cyborg. C'est vrai que le qui sert à rien. Un peu, qui en fin de compte sert à rien parce que effectivement, je trouve que et dans le film de 2017 et dans cette version-là, en fait, on n'y croit pas à cette équipe. Et il n'y a pas d'alchimie, il y a des scènes complètement artificielles. Franchement, Aquaman, il ne sert à rien. Et Batman, il a vraiment l'air d'avoir envie d'être ailleurs, quoi. Donc, Batman, il a envie que tout le monde sache qu'il est Bruce Wayne. Ouais, clairement, il fait que ça, en tout cas. Ça, par contre, ça n'a pas changé, ça, c'est sûr. Il y a ça, il y a Flash qui est un mauvais ressort comique. Enfin, quand il court, Flash... je sais pas où il est après à courir, mais même son mouvement, il est dégueulasse, quoi. Il est dégueulasse, sa gueule. Franchement, j'ai honte pour l'acteur, quoi. Sa gueule, elle est horrible. Il fait des têtes, on dirait qu'il est constipé quand il court. C'est peut-être pour ça qu'au départ, ça avait été coupé. C'est parce que... Peut-être il y a bien raison. Ouais. Non, mais même déjà, je pense qu'ils allaient pouvoir améliorer ça. En vrai, c'est chiant. Des ralentis, je pense que en vrai le film il est au ralenti tout du long. À chaque fois j'ai l'impression qu'il y avait trop de scènes au ralenti. Il y en a beaucoup trop, hein. Putain, c'est un peu lourd. Mais du coup tu les voyais en vitesse normale, toi? Ah bah ouais, mais c'était bizarre, tu vois, parce que du coup il y a tout qui paraissait lent pour rien. Du coup je m'étais plus vite encore. Qu'est-ce que dire, la scène des saucisses, est-ce qu'on peut expliquer cette scène des saucisses? Bien sûr, on est là pour ça, parce que elle est belle quand même. Nous je te dis on va pas le regarder, donc raconte. Alors, il était une fois au bord d'une rivière un petit enfant qui ne savait pas quoi manger. Il était allé faire un moulin près de cette rivière et les saucisses Herta. Non, en fait, il y a, je sais pas, un moment, il y a une scène, je crois que c'est Flash qui est en train de prendre un café, il voit qu'il y a un accident de voiture qui va arriver. Du coup, la scène... Il passe un entretien d'embauche. Ouais, il passe un entretien d'embauche. Enfin, il fait quelque chose, j'avais pas compris la scène. Et du coup, il va sauver les gens. Et tout se passe au ralenti. Et dans le ralenti, il y a donc un stand de hot dog qui est frappé par l'accident et des saucisses qui volent dans tous les sens. Et j'ai l'impression que la scène doit durer 5 minutes où on voit tout avec des saucisses partout. Mais ouais, c'est trop fort. Qui volent et qui gigotent. On dirait des bites qui gigotent dans tous les sens. C'est horrible. Ah, mais c'est horrible. Non, mais en plus, la symbolique est soulignée par la scène puisque il faut absolument qu'il retire la saucisse qui va frapper le visage de la meuf. Pas du tout, il retire pas la saucisse. Il la prend parce qu'il a tout le temps besoin de bouffer. Et c'est pour ça, il pense tout le temps à bouffer Flash parce qu'à force d'utiliser la Speed Force, il a un métabolisme qui lui demande besoin de bouffer. Donc c'est pour ça qu'il prend la saucisse. Oui, mais ils auraient pu choisir n'importe quoi d'autre qu'un stand à hot dog. Non, mais elle est pas si des pretzels, cette scène. Franchement, des pretzels. Non, mais en fait, elle choque. Quand il passe la vitre, la porte vitrée, c'est d'enfer, quoi. Enfin, franchement, ils abusent. À son doigt, là, après, son doigt dans la porte vitrée. Oui, c'est vachement bien. Non. C'est trop beau, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Ah bon cette scène, la scène où il pète, la scène où il pète ses chaussures. Alors pourquoi ses vêtements ne pètent pas, ça on sait pas. Mais je trouve ça assez classe. La manière dont il pète, parce qu'en plus c'est pour ça qu'il porte une combinaison à la base, donc c'est plutôt malin. Bref, il pète la vitre, très 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 beau. Et après, il y a les saucisses. Après, c'est ridicule. Et ce que j'adore, non mais moi j'étais mort de rire. Et alors je sais pas si c'était l'intention de Zack Snyder, mais
Mais moi j'étais mort de rire, donc la scène m'a beaucoup plu. Mais ce matin je me suis tapé un fou rire en imaginant le mec, tu sais, qui était dans After Effects et qui a fait genre clic droit, particules, saucisse. Et tu sais qui s'est tapé tous les plans, généré des saucisses en 3D, tu vois. Enfin, il y a quand même un mec qui a un modèle de saucisse là, tu vois, qu'il a utilisé je sais pas combien de fois en particules. C'est trop bien. Faut qu'il le mette en open data là, faut qu'il offre ça au monde. Faut que ça devienne du coup, merci Adrien qui, on le rappelle, n'a pas de micro ce soir. Ouais. Peut-être que Zack Snyder n'était pas conscient de la symbolique phallique de la saucisse, peut-être. Peut-être que peut-être pas au courant que dans l'imaginaire collectif, une saucisse. Il ne bien sûr savait que pas. si, mais c'est parce que Flash il le prend comme un personnage comique, donc en fait il en rajoute un max. Et effectivement, c'est pas ouf. C'est vrai que l'humour de Flash, il est pas terrible. Après, moi je trouve que sur Flash, la représentation de la Speed Force quand il remonte le temps, etc., c'est pas si pourri en fait. Non, Après, mais ça c'est vrai que je veux dire. Ouais. Vas-y. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, il y a plein de fois. Alors le problème c'est qu'il fait 2 fois l'électrocution en courant très vite, donc c'est un peu cheap. Mais honnêtement, moi j'ai kiffé quand tu le vois courir et et que ça remonte le temps, et justement quand il va ressusciter Superman. Franchement, c'est stylé quoi. Et après, c'est à la fin où il pète un câble. Alors, Discord. Du coup, il ne ressuscitait pas déjà Superman dans la première version ? Si, mais pas comme ça. En fait, là, pour le coup, pour moi, salut, je vais arriver juste pour défendre le film. C'est un peu absurde, mais j'ai pas passé un très bon moment. J'ai même passé 4 heures assez douloureuses. Mais il y a quand même quelques trucs où tu peux dire objectivement c'est mieux, et Zack Snyder avait sûrement raison dans un coin de tête de se dire il faut faire ce film, et là, pour moi la résurrection de Superman, elle rentre dans ce cadre là parce que tout le setup est quand même mieux expliqué, c'est un peu plus pertinent. C'est ici qu'on donne un rôle et à Cyborg et à Flash, ce qui est quand même qui sont les 2 grands absents de la version de Joss Whedon. Et c'est ici qu'on sous-entend aussi que Flash, s'il court assez vite, il remonte un petit peu le temps, puisque quand il va il faut qu'il électrifie la Motherbox au moment où elle rentre dans le truc de Zod, la cuve, dans la cuve de Zod pour ressusciter Superman à ce moment-là. Donc en fait, ils vont déterrer Superman et tout, c'est ultra glauque 2000, et ils foutent le corps de Superman dans cette cuve-là, et donc il court très très vite. Il y a une espèce de malentendu entre Cyborg et Flash, et en courant super vite, il se rend compte qu'il peut manipuler le temps, ce qui semble être un peu la première fois, et c'est un tout petit peu bébé, et du coup je pense que c'est un point important pour son personnage et probablement pour l'univers derrière qui pouvait en découler. Cela dit, le film Flash est toujours prévu, donc peut-être que ça va itérer là-dessus. Le fait est, peut-être que maintenant qu'il se rend compte qu'il peut manipuler le temps, il va vouloir remonter dans le temps et faire la connerie de Flashpoint. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer à partir de là. Et puis derrière, il y a pas les blagues moisies de Joss Whedon qui venaient pourrir toute la scène derrière de Batman. Do you bleed? Ah oui, je saigne un petit peu. C'est ridicule, tu vois. C'était un moment qui était excessivement badass et ridicule à la fois. Là, au moins, il va au bout de son truc et la baston, elle est à peu près crédible. Sauf que, jusque-là, c'est mieux, on va dire. Mais moi, le truc qui me dérange vraiment dans ce moment-là, c'est que dans la version de Joss Whedon, Batman, c'est quand même un peu plus un enquêteur. Il est un peu plus malin que juste milliardaire et suicidaire. Et donc, il arrive à faire en sorte que Lois Lane se pointe à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ça va désamorcer la situation et que Superman, quand il va se réveiller, il va sûrement pas très bien le vivre. Et là, en fait, c'est juste qu'elle passe par hasard. Elle passe par là. Et du coup, Batman, il est franchement... Enfin, tout le film, il le passe les mains dans les poches. Et il est là un peu par hasard, quoi. Il recrute la Justice League comme Bruce Wayne. Après, il utilise énormément d'armes et c'est un espèce de mercenaire, quoi, un mercenaire suicidaire, mais qui a beaucoup d'argent. Mais en fait, son rôle de Batman en étant Batman, il est jamais là, quoi. On le voit être Batman au bout de 2 heures quasiment. Et bref, et tout ça pour dire que cette séquence de la résurrection de Superman, je trouve qu'elle est globalement mieux, mais c'est aussi symptomatique probablement de la mécompréhension ou du désamour de Zack Snyder pour Batman, parce que
franchement, pire perso, quoi. Enfin, tous pire perso. Mais lui, c'est surtout là, quand même. C'est surtout que le problème de Batman, de base dans la première version du film, et là d'autant plus, je trouve, c'est que en vrai, il a le ressort que d'être humain en fait. Et ils ont tous des super pouvoirs, ils sont tous balèzes, ils sont à leur façon, mais lui, il est juste humain en fait. Et du coup, se retrouver face à des créatures qui sont plus fortes qu'un humain de base, en fait, on le retrouve dans des situations un peu débiles où il est obligé de sortir des gros trucs, des gros tanks, des flingues et des machins, et ce qui casse complètement, à mon sens, le perso réel de Batman, qui de fait a toujours une solution pour se battre quoi qu'il arrive. Et en vrai, on est dans le film juste avant où le mec il a ce qu'il faut pour se battre contre l'homme le plus puissant de l'univers, à savoir Superman, et presque le vaincre. Et en vrai, il se retrouve contre des Millennials de merde avec des ailes et un putain de fusil, et il n'arrive pas à en battre un seul en fait. Et c'est un peu, je trouve que ça casse complètement un peu la mythologie du perso là-dessus, quoi. C'est vrai que c'est assez inégal en fait au niveau des personnages, mais il y a quand même du mieux par rapport au film original. Et notamment sur Flash, même si tout n'est pas bien, il y a quand même des choses qui sont beaucoup mieux et qui respectent un peu plus le personnage. C'est pareil sur Cyborg. Et je trouve que c'est pareil aussi sur Wonder Woman. Alors pas partout, mais la scène de baston de Wonder Woman quand elle va friter les terroristes, je suis désolé, mais moi c'est ça que je veux voir de Wonder Woman. C'est dans la banque là au début, hyper puissant. Elle déglingue un bâtiment avec des otages dedans. Non, mais elle déglingue pas le bâtiment. Mais non, mais elle déglingue les vitres. Techniquement, ils sont tous morts normalement. Ça d'accord. Non, mais attends. Non, mais ok, d'accord. Non, mais ok. Non, mais il y a plein d'incohérences dans le film. Il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein de maladresses. Il y a plein de choses chiantes, etc. Évidemment, c'est un film de 4 heures et c'est du Snyder et le matériau de base était pas non plus ouf. Ok. Ouais. Je vais pas dire que c'est le meilleur film de super-héros du monde. C'est pas ça que je veux dire. Ouais. Je veux juste dire que quand j'ai vu Wonder Woman se friter, j'ai eu l'impression de voir Wonder Woman, et la Wonder Woman des comics, quoi. C'est-à-dire hyper puissante, pas de concession pour les fils de pute, et voilà, et pas la Wonder Woman de Wonder Woman 1984. Donc là-dessus, moi j'ai kiffé cette scène de ouf, quoi. Et j'étais là, j'étais vraiment excité, comme quand tu vois un film de super-héros et que ça se frite grave, quoi. Donc il y a quand même plein de nouvelles choses qui ont été amenées dans ce film. Et effectivement, c'est juste des petits morceaux. Donc, mais pourquoi pas ? Je veux dire, on peut très bien regarder un film et juste apprécier pour des petits morceaux et pas l'œuvre complète. Mais de mémoire, c'est plein de choses où. Pardon. Ouais. Vas-y. Elle a été refaite en fait. C'était pas la même. Ah oui, c'est pas la scène. D'accord. Il me semblait l'avoir déjà vue dans le truc dans le. Elle est juste plus longue. Enfin, il y a des trucs en commun quand même. Je crois que c'est retourné. Il y a vraiment toute cette scène où elle les balles et tout. Il y a déjà ça. Ouais, mais c'était pas pareil, je crois. C'est pas fait pareil. Non, en fait, elle est juste plus longue. Et tu sais, on voit le début du casse alors qu'on le voit pas dans la version Whedon de mémoire. Ouais. Et puis, mais par contre, on voyait déjà. Moi, je me souviens avoir été choqué par Wonder Woman, c'est Flash, parce que elle court super vite, elle a des scènes bullet time et tout. Enfin bon, de toute façon, c'est vraiment genre complètement YOLO sur les pouvoirs des gens. Mais clairement, Wonder Woman, ouais, elle est de toute évidence, elle a le pouvoir de Flash, comme Superman a le pouvoir de Flash, et comme Cyborg, elle est complètement. Ils ont juste une super Superman. En fait, je sais pas, quand même, elle arrive à voir une balle arriver au ralenti sur une meuf. Enfin bon, bref. Ouais, il y a un peu de ça, mais oui, ouais, c'est. Ok. Bon, après, c'est le cas. Ouais. Oui, de base, c'est un truc à faire. Ouais, non, mais je vois le point d'Adrien là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut peut-être parler des personnages qui sont introduits par Zack Snyder, enfin, en tout cas par la Snyder Cut. John. Hein? Ouais, John. Il y a John. Il y a un Martian Manhunter. Ouais, qui arrive comme un cheveu sur la soupe de ouf, en fait. Exactement. Tu m'étonnes, il est dans un cut de 2 heures supplémentaires. Comment tu veux l'intégrer autrement ? Non, mais je dis pas, mais juste on le voit parler à Loïs en tant que flic pour dire je sais plus quoi d'ailleurs, de la merde, et il apparaît à la fin pour dire mec, je suis là maintenant, en pointant Bruce Wayne. Voilà. Et puis Bruce Wayne, bon. Ça a l'air. Non, et surtout, il y a John. Terriblement mauvais. Non, mais en vrai, il sert à que dalle. La scène, vraiment, elle s'intègre. Tu te demandes pourquoi elle est là. Et franchement, la fin, en plus, il fait un tourbillon sur lui-même avant de partir. J'ai trop kiffé. Genre, le mec, il fait un demi-tour, un tour complet avant de décoller. Tu te dis, mec, tu faisais quoi ? Tu te montrais ta cape ? Comment ça se passe ? Et franchement. Ah ouais, c'est genre, c'est le clin d'œil rentré au forceps dans le scénario. Lui il est là, voilà, hop, regarde, voilà. Non, mais c'est pour moi vraiment Zack Snyder, il a perdu un pari.
Tu sais, ça me fait vraiment penser. Tu sais, il y a eu toute cette, enfin, le moment, le vrai hashtag release the Snyder Cut, où toutes les semaines, Zack Snyder, il en foutait une couche pour faire son lobbying auprès des producteurs. Et il y a vraiment, tu sais, c'était chaque semaine. Et dans mon film, vous savez pas ce qu'il y a ? Là, je l'imagine brainstormer, genre tout seul. Il y a Green Lantern. Non, incroyable. Et vous savez pas qui c'est qu'il y a d'autre aussi ? Il y a Martian Manhunter. Et puis après, je pense qu'il a mytho tout le long. Et puis à la fin, il fait OK, bon merde, maintenant faut que je trouve le moment où je vais mettre Martian Manhunter. Tu sais, j'imagine commencer à articuler, tu vois, et voir les réactions. Ouais, c'est ça. Honnêtement, je comprends pas ces réactions-là, quoi. Parce qu'en fait, quand ils y sont pas, on fait putain, c'est des cons, ils ont pas foutu Martian Manhunter alors que la JLA à la base, il doit y être. Mais c'est juste très mal amené en fait. On dit... Non, mais après, tu vois, je lis aussi ce Discord. Ouais, après, quand ils y sont, ah ouais, c'est le fandom toxique, c'est parce que c'est juste pour faire plaisir aux gens. En fait, je trouve que c'est des débats vachement creux, quoi. Enfin, non, mais en vrai, c'est pas parce que c'est mal fait que c'est à la base il n'y a pas une bonne idée. Alors après effectivement c'est mal fait, il y a des maladresses, mais en tout cas il y a des, c'est pas, ils essayent quoi. Et je sais pas, moi je trouve que la plupart des gens sont généralement hyper durs avec Snyder et tout ça et ce qu'il a voulu faire. C'est inversement proportionnel en fait au fait du cassage, enfin du Bronx que ça a amené en fait pour amener à ça en fait, tu vois. Genre t'as un mec qui a quand même soulevé Internet pour pouvoir sortir son film, on lui accorde des millions de dollars pour le faire, et en vrai il fait mal les choses encore derrière. Ça, en fait c'est ça qui est un peu reproché dans le fait du truc, quoi. On lui reproche pas d'avoir voulu faire un truc, on lui dit mec t'as juste mal fait, t'as eu la thune, t'as eu le temps, t'as eu plein de trucs et tu l'as mal fait, c'est tout en fait. Et en vrai t'as cassé les pieds un peu à tout le monde. Alors pas vraiment parce que il a pas envoyé des courriers chez moi pour me faire chier, mais en vrai t'as retourné merde putain j'avais bien t'as retourné un peu le monde pour finalement te sortir un truc qui est mal fait, alors qu'en vrai c'est toi qui te dis avoir la bonne vision, donc c'est un peu dommage, tu vois, de finalement c'est ça que moi je reproche un peu au fait, quoi. Mais après j'ai rigolé sur des très bonnes scènes, hein, enfin sur des très bonnes scènes, pas là où il fallait, j'imagine, pas là où on pensait qu'on pourrait rigoler, mais voilà, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Ce qui m'embête, en fait, c'est que la réflexion, elle est un ping-pong. En fait, c'est quand même une œuvre, tu vois. Après, on en pense qu'on veut, et effectivement, elle n'est pas parfaite. Et en fait, que tout ce qu'il y a de méta autour là-dessus, je trouve que ça parasite et ça contamine un peu la réflexion sur le film ou sur les intentions du film. Parce qu'un film de 4 heures, tu vois, c'est pas juste un scénario, et d'ailleurs, on l'a bien vu. Mais il y a quand même des trucs cool, tu vois. Même au niveau artistique, le fait de la démarche de vouloir remonter son film et tout ça, d'en faire ce qu'il voulait, de faire du 4 tiers. Alors au début, quand j'ai vu le 4 tiers, j'ai gueulé, mais en fait, il y a des trucs super bien qui marchent avec le 4 tiers et c'est chouette, ça apporte quelque chose de nouveau. Donc il y a une démarche artistique qui est hyper intéressante. Ça parle des comics qu'on aime. Je trouve qu'il rend hommage quand même à pas mal de choses de l'univers DC et des personnages. Alors c'est pas toujours bien, c'est très pompeux. Je veux dire, il y a des scènes, c'est hyper pompeux. Tu vois que le mec veut se la péter, mais je sais pas. En fait, je dis pas que c'est un super film. Je dis pas qu'il faut l'encenser et tout ça. Je trouve que cette démarche de le faire et de vouloir faire une suite, etc., et de l'avoir fait et de l'avoir proposé comme ça, je trouve que c'est super intéressant et que ça mérite pas tous les torrents de merde qu'on est en train de lui mettre dessus, et surtout ce côté de c'est la Snyder Cut, on a rigolé pendant 2 ans dessus, on s'est foutu de sa gueule, on va continuer. Je trouve que c'est injuste, tu vois. Voilà, c'est ça. Après voilà, moi j'ai kiffé plein de moments du film, pas tout, mais je suis d'accord, hein, Ketrus, je suis d'accord. Moi, il y a plein en fait, vraiment à la fin du film, j'étais énervé parce que j'avais passé 4 heures et que c'était vraiment beaucoup trop par rapport à ce que c'était, à ce que ça m'a apporté, au temps de cerveau que ça m'a occupé quelque part pendant des années où on a parlé fait monter la sauce et tout. Mais il y a plein de trucs que je trouve bien de manière isolée, et puis il y a de l'agacement aussi par l'échec, en fait, parce que voilà. Mais je crois que tu vois, par exemple, il y a objectivement la photo, je la trouve bien. C'est pas toujours parfait, mais c'est mieux que la version cinéma. Il y a des plans que je trouve objectivement très beaux. Je trouve que le Superman, c'est ultra obvious, c'est ultra Snyder et tout, mais le Superman qui se met face au soleil après avoir récupéré sa combinaison noire, je trouve que ça claque. Quand il va décoller, je trouve que ça claque. Je trouve que Flash dans la Speed Force à la fin,
franchement, je trouve que ça claque. Flash qui pète aussi la vitre et les saucisses qui volent, je trouve que ça claque. Il y a plein de moments où je me dis ouais, franchement, c'est bien. Seulement, moi, je trouve ça intéressant de réfléchir aussi aux précédents industriels presque que ça crée sur plein d'aspects. Le fait que le fandom ait réussi à être dans toute sa détestabilité, a réussi à faire exister un film, je trouve ça incroyable. Le fait que t'es un mec qui ait quitté un film et qui a réussi ensuite à reprendre tout à la sauce, je trouve ça incroyable. Le fait que un producteur ait réussi à dire non pendant des années pour qu'à la fin un network qui récupère les droits et qui voit une opportunité parce qu'en fait stratégiquement ça a complètement changé, je trouve ça incroyable. Et en fait, ce qui me choque le plus dans l'histoire, c'est quand même cette histoire des 4 heures. Parce que c'est pas un film en fait. C'est, pour moi, si ça avait, j'ai l'impression que s'il était arrivé aujourd'hui avec ce scénario-là auprès des gens de Warner, ils lui diraient bah ok mon gars, ton script en fait ça ressemble à une série télé, tu vas la faire sur HBO puisque maintenant ils ont directement leur porte d'entrée, enfin ils ont un guichet HBO pour les séries DC. Il lui aurait dit ben voilà, tu vas faire 6 heures ou peut-être 5 heures, enfin ou j'en sais rien, mais ça ressemble à une série. Et je crois que j'aurais kiffé, j'aurais beaucoup plus apprécié une diffusion épisodique, partie par partie, si elles avaient été construites comme des épisodes, que ces 4 heures qui sont au final indigestes, ni gaulées comme un film, ni gaulées comme une série, avec pas les moyens d'une série, mais pas vraiment les moyens d'un film non plus. Écrit, franchement, le montage, il est dégueu. Il y a une forme d'exhaustivité qui est flagrante. Enfin, vraiment, au bout de 2 heures, tu te dis vraiment la moitié des plans, j'aurais pu les envoyer. Enfin, tu sais, ça se sent, quoi. Ça se sent que juste, il a mis quasiment tout. Il a pas su faire de choix. Là, c'est un mec en roue libre. Oui, c'est sûr. C'est un mec en roue libre qui fait pas de choix et qui a pas de producteur. Pour moi, je regarde ce film et je me dis c'est quand même très très utile d'avoir un producteur. Tu peux pas laisser un réal faire ses non-choix et mettre tous ces plans dans un film comme si chacun d'entre eux c'était ces putains d'enfants, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est ça qui m'énerve en fait. Et oui, tout n'est pas acheté. Je suis d'accord avec toi, Ketrus. Il y a plein de moments que j'ai aimés et je vais pas dire que je serais prêt à le revoir parce que ma vie est trop courte. Mais voilà. Dit-il en toussant. Ouais, vraiment, je peux crever. Moi, j'ai une question quand même. J'ai lu sur Internet qu'apparemment, on avait quand même dans le film la meilleure interaction de toute l'histoire du cinéma entre Batman et Joker. Est-ce que vous pourriez m'en parler ? C'est faux. Moi, je veux l'avis de Zef là-dessus. En vrai, elle m'a saoulé cette scène parce que elle est. Mais je suis désolé, j'ai encore craché parce que c'est un truc que j'attendais un peu en fin de truc parce que quand on me l'avait teasé, j'étais content de me dire ok, peut-être que Jared Leto va. C'est lui d'ailleurs. Hein, je suis un doute là-dessus. Ouais, c'est lui. Ouais. Va rattraper en fait ce qu'il a fait avant sur un mauvais Joker, bien qu'il soit mal dirigé, je pense. Mais là, je pense que le mec est juste pas dirigé non plus déjà. En fait, leur scène, elle est ultra convenue. En fait, leur dialogue, il est ultra convenu. Il est tiré de tous les comics qui existent du genre et toutes les scènes un peu fortes de dialogue entre Batman et le Joker en mode j'existe parce que tu es là et parce que tu as besoin de moi et que machin. Visuellement, je suis désolé, c'est une purge de ouf cette scène. Je sais pas ce qui s'est passé. Visuellement, c'est dégueulasse. Enfin, c'est un flou artistique et j'exagère même pas sur le flou. En contre-jour, tu reconnais à peine Leto, il parle, je l'entendais à peine avec l'espèce de musique qu'il y avait en fond. Vraiment, c'est un peu bizarre et c'est dommage parce que ça m'a vachement rappelé le Batman. C'était quoi où il est dans le futur, où il travaille la tête du Joker de Snyder et de Capullo et qui est oufissime. Et en vrai, last night, merci Regan sur le Discord, rejoignez-nous en direct si vous voulez savoir pourquoi on parle sur Discord en même temps. Et du coup, ça m'a vachement rappelé ça en fait en me disant putain ça va être cool. Et en vrai la scène elle est dégueulasse quoi. Vraiment, prend tous les poncifs du genre d'un coup, toutes les grandes phrases mis bout à bout qu'on peut tirer dans tous les comics, qui a finalement pas
grand intérêt ou même pas grand sens à la fin. En fait, je me dis, ok, en fait, tu viens de lui dire quoi, va te faire foutre, point. C'est tout ce que tu viens de lui dire, et ça a été fait en 10 minutes. Pour moi, c'était vraiment le clou final, quoi. C'est me dire, heureusement que ça s'arrête là, quoi. On peut dire que le Joker, pour signifier qui il est, des fois qu'on n'ait pas compris, au cas où, il sort une sa carte du Joker. Yes. C'est vraiment. Mais en plus, et là, le plot twist, quoi, mind blow, quoi. Et le pire, je suis sûr que quand il a pensé cette scène, il s'est dit ça va être cool, tu vois. Quand il se dit le mec, on va voir le dernier shot, tu sais, il fait son storyboard, le dernier shot, il voit la carte du Joker qui sort par magie parce qu'il la sort un peu comme un magicien là. Enfin, je suis sûr qu'il s'est dit ça claque. Et franchement, voilà quoi. Moi, ça m'a vraiment fini quoi. J'étais content d'arrêter le film après ça et je suis allé prendre une douche tellement je me sentais sale quoi. Ouais. C'est mal fait, mais tu vois, j'arrive toujours pas. Moi, je me dis toujours que je suis vraiment optimiste et puis de toute façon, j'aime bien les films d'ici pour ce qu'ils essaient de faire et je sais pas, je dirais pas que ça va dans la bonne direction parce que je pense que ça veut un peu rien dire, mais j'apprécie les efforts qui sont faits, en tout cas les intentions qui sont données. Et après, effectivement, dans la réalisation, ça marche pas très bien. Honnêtement, je suis sorti de cette scène, je savais pas ce que j'ai regardé, j'ai pas compris quoi. Après, sur l'histoire du flou, je suis moins. C'est un choix artistique, ça. C'est un choix artistique qui dure longtemps quand même. Non, mais c'est un choix, quoi. Ouais. Mais non, mais après, faut voir. Moi, je l'ai pas trouvé si moche que ça. Tu vois la scène, je l'ai trouvé intéressante. Après, les dialogues, effectivement, c'était. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi de filmer quelqu'un sans faire le focus pendant 10 secondes ? En fait, ça peut témoigner. Faut se remater les 4 heures avec le commentaire de Jack Snyder. Non, mais ça peut témoigner de la folie du personnage, le fait qu'il n'arrive pas à lui-même. C'est Jacques qui l'a changé. Ouais. Eh bien, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour un petit peu de ce qu'on peut, en tout cas, se dire ce soir sur ce cut, sur ce Snyder Cut? On pourrait faire nos commentaires éventuellement au ralenti pour imiter un peu son style. Tu sais, faire nos conclusions. Voilà, franchement, si lui il le fait, nous on le fait. Moi je m'en fous. Les prochains. Le Comics Cast, il dure 4 heures. Je m'en bats les. Tu vois, quand je parlais d'intention, mais que dans la réalisation c'est pas bien réussi. Par exemple, tu vois le fait qu'il y ait Darkseid, Desad et Granny Goodness. J'ai trouvé ça m'a fait kiffer quoi. Alors c'est du fan service peut-être, je sais pas. Mais c'est Granny Goodness, je sais plus comment elle s'appelle, c'est ça. Et c'est quoi, c'est qui ? Tu vois c'est un des lieutenants de Darkseid, c'est ça, on est bien d'accord. Je dis une connerie. Non, c'est ça. Il y a c'est vrai, on n'a même pas parlé de Darkseid, putain, en fait. Mais oui, non, mais Darkseid, je vais redire ce que dit le Discord, mais quand même, l'énorme plot hole de tout ce truc, quoi. Je veux dire, c'est le grand méchant, il arrive sur Terre, il se bat contre les Amazones, les humains et tout, il se fait botter le cul, puis après, il cherche toujours la Motherbox, genre. Mais où est-ce que j'ai eu cette baston déjà ? Où est-ce que ça s'était passé ? Putain, le con, j'avais pas allumé mon GPS, du coup, je ne sais plus du tout. Il a jamais réussi à avoir le service client. Il avait la musique en fond. Oui, bonjour. Oui, parce que j'ai perdu mon téléphone portable. Alors. Non, mais... Alors, en fait, c'est fou. Il arrive en automne, ok, avec le quiz de Ben en même temps. Non, mais c'est fou parce qu'en vrai, genre, tu vois, en fait, je reviens sur ce que tu disais, Kétru, sur le côté, je trouve ça, le côté, la vision de l'auteur, la vision du truc. En fait, j'arrive pas à pardonner à Snyder, en fait, ce genre de truc, parce que, en vrai, c'est lui le réal, tu vois, et tu peux pas faire des choix qui sont critiques visuellement au point de rendre le truc pas lisible en fait et te dire que c'est ta vision artistique et que tu dois la prendre, tu vois. Genre le mec il est pas connu comme je sais pas, enfin comme Fisher, David Fisher ou Fincher ou autre comme ça, où tu vois où en fait tout a un vrai sens et ça peut être montré. Là en vrai le mec je pense qu'il s'est tapé un peu, je suis désolé, enfin ça me saoule un peu en vrai et je vais me calmer tout de suite après, mais ça en fait vraiment le mec il s'est tapé vraiment une branlette artistique et qui s'est dit si vous me comprenez pas, c'est votre problème. C'est Zack Snyder, quoi. Ouais, mais c'est les scènes du début, les scènes hyper lentes avec la musique, mais qu'est-ce que c'est pompeux, il se la pète de ouf. Oui, mais justement, et tu vois, c'est dur. C'est tellement prétentieux que j'ai pas réussi à rentrer dans les scènes qui pourtant. Oui, mais du coup, tu vois, le discours que tu as sur le côté défendre le truc, moi, enfin, je comprends pas, en fait. J'arrive pas du tout à me dire c'est sa vision. C'est pompeux, ça se veut héroïque, épique, et il n'y a pas une scène qui est cool.
Il n'y a pas un plan où tu te dis waouh, putain, ça pète. Si. Peut-être à part, effectivement, quand Superman il met son costume machin. Mais franchement, enfin, il tape des poses héroïques et ça ressemble à rien. Il n'y a aucune. Hormis le panneau, je trouve que Aquaman qui rentre dans l'eau, c'est cool. Non, mais ça, c'est nul. Ouais. Mais Aquaman qui rentre dans l'eau et les vagues sur les côtés, ça claque. Ouais, mais c'est pété par ce. C'est quoi ce plan sur le panneau, quoi? Je ne comprends pas. Oui, c'est ridicule. C'est ridicule. Il est tombé dans le panneau, je pense, tout simplement. Il se tire une balle dans le pied en permanence avec son manque total de subtilité qui fait que ça, en fait, ça casse tout, quoi. Moi, je pense que ce mec, il devrait être producteur et qu'il laisse à des scénaristes talentueux, des réalisateurs talentueux faire ses trucs. Parce qu'il a quand même, tu vois, il y a un truc, quoi. En vrai, derrière, il est producteur de trucs et c'est pas ouf. Hein. Ouais, mais c'est pas ouf non plus. Non. C'est foutu. Mais après, tu vois, parfois, je me dis, genre, tu vois, qu'est-ce que c'est que l'obsession de cet homme pour ce film? Et puis, quand même. Pour lui, il faut remettre dans le contexte, tu vois, il était sur le film, bon après il y a toutes les versions de l'histoire qui existent, mais admettons que la version la plus simple, ça soit que sa fille se suicide et qu'il ait besoin de quitter le film. Je comprends l'obsession d'un homme, tu vois, qui doit revenir presque venger la mort de sa fille, tu vois, et ouais, voilà, venir en catharsis, finir le film, quitte à ce que ça soit imparfait, mais qu'il le fasse, qu'il fasse son truc, qu'il aille jusqu'au bout, parce que ça doit t'empêcher de dormir quand même. Tu sais, on a vu des histoires comme ça, les dunes de Jodorowsky par exemple, tu vois, genre, tu deviens fou, t'as bossé sur un projet pendant des années, là il a fait quand même son film en entier. Alors après, artistiquement, il se rate, et probablement que le péché originel, il est avant même le tournage, tu vois. Mais j'avoue que j'ai quand même un peu de compassion pour cet homme qui se dit mais en fait je vais quand même aller au bout de mon truc et je vais le faire. Maintenant, tout le fandom derrière et tout, c'est une chose, mais quand même un peu respect pour le gars. Et j'ai appris une chose aujourd'hui et qui me touche un peu, je dois dire. Il y a une scène, d'ailleurs en plus c'est après une scène vraiment nulle, puisque c'est quand Batman vient chercher Flash en voiture et qu'ils repartent. Il y a le grand... Il y a un grand panneau en fait au fond, j'avais pas fait gaffe, mais donc il y a un plan un peu long sur cette voiture qui s'en va, et il y a un grand panneau qui dit You are not alone, et en dessous il y a un site web, et en fait c'est une association contre pour la prévention du suicide. Et c'est chaud. Et tu vois, le fait qu'il ait remis ça dans son film et tout, je pense que le film a une signification quand même particulière pour lui, et puis peut-être que du coup ça en fait en soi la meilleure scène du film, si ça peut aider des gens. Je pense que quand même il y a des gens qui sont touchés par son parcours personnel et qui l'écoutent, qui sont peut-être tu vois des gens en détresse ou quoi. Si c'est le cas, c'est cool, tu vois, t'en sais rien, ça se trouve ce film sauve des vies. C'est cool, c'est le cas. C'est cool, c'est le cas, voilà. Non, mais c'est ça. Mais effectivement, moi, je suis content qu'il y ait eu le Snyder Cut. Je suis content qu'il essaye de faire qu'il y ait une suite de prévues en automne. Après, voilà, que ce soit raté, tout ça, c'est autre chose. Mais je sais pas, je trouve que ça fait bouger, qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Et que ça se passe dans des univers de super-héros, tout ça. Je trouve ça intéressant artistiquement. Après, bah voilà, c'est Snyder, c'est tous les défauts qu'on a donnés. Moi, je suis d'accord avec la plupart des choses aussi, quoi. Mais voilà, je suis content que ce genre de choses arrive. Voilà. C'est ça. D'accord. Je dirais tout le fandom, je m'en fous, quoi. C'est peut-être une excellente transition sur ma dernière et ultime question, je pense, pour ce HLB. Du coup, ma question, ça va être, je vais vous demander de répondre par oui ou non. La question, c'est release the Snyder Cut pour l'interrogation. Adrien. Reverse, tu veux dire? Je sais plus. Attends, Adrien avait coupé son micro. Ouais, oui. En gros, si c'était à refaire, oui. on release the Snyder Cut, on le fait. Oui. Ok, que Truss. Ok, ça marche. Lulu. Non. Et Zef. Je suis pas sûr d'avoir compris la question, donc je vais dire non. Ok, ça fait une parfaite égalité. Est-ce que tu veux, si c'était à refaire, est-ce que tu releases le Snyder Cut, toi? Ah non, mais non, non. Eh bien, parfaite égalité, on laissera les auditeurs décider par eux-mêmes. Je vous remercie. Est-ce que l'un de vous veut ajouter une dernière chose sur ce sujet-là? Mais j'ai l'impression qu'on en a pas mal discuté déjà. Et puis, c'est pas tout ça. On a aussi une vie derrière. On travaille demain. On s'arrête là pour le HLB.
Oui. Vous êtes OK ? Ouais. Allez. Et avant de conclure, je voudrais juste rappeler l'existence du Patreon. Alors, Patreon. Tout le monde le sait. Du Patreon, ouais. T'as dit le Patreon ? Le Patreon, si ça te fait plaisir. En tout cas, on le sait, le gouvernement le répète, les Français ont accumulé beaucoup d'épingles pendant la pandémie. Et nous, on a une bonne astuce pour éviter que vous soyez obligés de tout dépenser dans des articles de consommation. C'est d'aller déverser votre épargne dans le Patreon du vaisseau Hyper Sans Sas. Nous, derrière, qu'est-ce que ça nous permet ? Ça nous permet de financer déjà notre studio où on enregistre en temps normal, donc où on enregistrera à nouveau dans le monde d'après. Ça nous permet aussi d'organiser des petits événements, comme par exemple des bouillapéros. Alors on va dire oui, les bouillapéros c'est à Paris. Je veux dire oui, mais le Patreon nous servira aussi, on l'espère un jour, à aller organiser des bouillapéros dans toute la France. De réaliser notre Snyder Cut. De réaliser le Comics Outcast Cut. À la question, ouais d'accord, je veux bien mettre mon épargne dans le Patreon, mais qu'est-ce que ça m'apporte ? Eh ben, déjà, vous pouvez accéder au club patronaute dans le Discord. C'est-à-dire que là, actuellement, sous mes yeux, j'ai le chan avec nos patronautes dedans qui écrivent, je cite, ça c'est régal. Mais voilà, ça fait partie un petit peu des privilèges de nos patronautes. Il y en a bien d'autres. Je vais être complètement transparent avec vous. Je ne suis pas allé relire le contenu du Patreon avant de préparer l'émission. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Ah oui, et vous pouvez avoir complètement confiance en nous. Nous ne détournons pas d'argent, sinon nous serions lancés dans la politique. Il est acide, il est acide. Moi, ça dénonce. Moi, je profite qu'on me donne la parole pour dire ce que j'ai sur le cœur. Vas-y, lâche tout. C'est donc la fin de cette émission, hein, sur cette dénonciation des problèmes de la société qui nous ronge. Prochaine émission, ce sera le 16 avril. We live in a society. Titre de l'épisode. Un petit tour de table pour finir. Lulu, où est-ce qu'on te retrouve ? Quel est ton actu, etc. Écoute, moi, on me retrouve en présentiel hybride simultané. Et puis sur le Discord beaucoup quand même, hein. Je suis beaucoup là. Et puis un petit peu sur Twitter aussi également, @JuanitaDark avec des underscores ici et là. Voilà. Oui, je like souvent tes partages de films d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. Ouais, je suis avec attention. Très bien. À bientôt Lulu alors. Oui, à très bientôt. Petrus, où est-ce qu'on te retrouve toi ? Dans tous les podcasts qui parlent de Snyder Cut. Il me semblait bien. Donc il y en a combien ? Il y en a qu'un pour l'instant. C'est ça. Non, sinon Contrecast, voilà, Whisperos, le Discord. Voilà, c'est déjà pas mal. On te revoit dans 2 semaines, non ? Je crois que c'est du prochain roster. Oui, c'est vrai que j'enchaîne, mais à chaque fois je change de rôle. Donc c'est marrant. Je serai la technique, ouais. Je serai l'homme sans micro. Ah. Et à bientôt alors, Petrus. Zef. Ouais. Toi, t'as plus d'actu, je crois, niveau podcast. Non, écoute, non, pas tant que ça. Retrouvez-nous avec Alex dans le Défaussé et retrouvez-nous avec Théo dans 6388, mais tu l'as déjà dit, puis c'est déjà pas mal. Et c'est pas mal. Et merci à vous trois, merci à nos auditeurs, merci aux patronautes. Vous êtes tous géniaux globalement, hein, je vais être tout à fait honnête. Merci à Adrien aussi qui avait pas de micro ce soir, donc qui a pas pu participer. Trop dommage. Mais on sait qu'il était là à la réal. Et nous on va se diriger vers le bonus qu'on va essayer d'expédier parce qu'il se fait tard, parce que ça fait partie aussi des bonus, des avantages des patronautes, c'est l'accès au bonus sur le Patreon. Bisous. Des gros bisous. Le mot de la fin, vous avez quoi comme mot ? Saucisse. Saucisse, parfait. Et ce sera saucisse. Eh bien, saucisse. J'aime bien les knackis.
Ne passons pas à côté des choses simples. Knacky.